Pourquoi? Pourquoi en ce soir du mardi 31 janvier 1991, pourquoi, alors que nous sommes en pleine avant-première, le réalisateur Russell Mulcahy, alors âgé de 38 ans, se lève et quitte la salle quelques instants seulement après le début de la projection. Qui plus est, Russell Mulcahy n'est pas n'importe qui. À 23 ans, il commence en faisant un clip pour un petit groupe, AC/DC, et à peine plus de 10 ans plus tard, sa filmographie musicale contient des noms comme Paul McCartney, les Rolling Stones, George Michael ou encore Elton John. Mais alors, qu'est-ce qui peut pousser un tel réalisateur à quitter une salle de cinéma en pleine projection? Le film était-il si mauvais? Les spectateurs présents ce soir-là dans la salle sont en émoi. D'autant plus que l'avant-première est celle de son propre film. Et pourtant, à peine 15 minutes après que le film n'ait commencé, Russell se lève et part. Il ne reviendra jamais. Plus tard, on apprendra qu'il a même demandé à ce que son nom n'apparaisse pas dans le générique et que l'on mette à la place un certain Alan Smithy. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé ce soir-là pour qu'un réalisateur qui, lors de l'avant-première de son propre film, parte? D'ailleurs, quel est donc ce film et surtout, qui est ce mystérieux Alan Smithy? Pour tenter de répondre à toutes ces questions ce soir, je serai accompagné de deux énergumènes, le professeur Métos, bonsoir à toi, et Bonsoir. notre cher Maître Cul. Maître Cul, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Fort bien, fort bien, fort bien. Hé hé, salut Titibol Pascal. Salut. Merci à toi de nous rejoindre. J'espère que tu vas pouvoir nous permettre de lever les quelques mystères qui entourent cette affaire. Alors on va en tomber un tout de suite, qui est cette fameuse question de quel est le film, du coup, commis, produit par ce fameux Russell Mulcahy. Nous allons parler, de toute façon, on le voit là, juste en bas. Ah, tu as un coucou Métos de la part de Titibol Pascal. Donc nous, ce soir, nous allons parler de l'affaire Highlander 2, The Quickening. Un gros dossier. Un gros dossier qui nous a été soumis, proposé la semaine dernière, du coup, suite à l'affaire que nous avions traitée sur Alien Covenant. Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir accepté de discuter de ce gros morceau. Je pense que ça va être quelque chose... merveilleux. De quoi? De ce film merveilleux, voyons. Oui, de ce film merveilleux. Oui, c'est exactement ça. J'aurais pas utilisé le terme merveilleux, mais... Alors, Maître Cul, on ne vous présente plus. Alors, je ne sais pas si on vous entend correctement. Je vais voir, je vais peut-être monter un peu. Voilà. Tu m'entends? Allô, 1, 2. Oui, je pense que... Non, mais j'aurais pas utilisé l'adjectif merveilleux non plus pour décrire ce film. Mais en tout cas, il est étonnant. Ça, c'est voilà. Alors, Maître Cul, on ne vous présente plus. Enfin, si, on vous présente quand même. Donc, attendez, on va faire comme ça. On aura un meilleur son. Comme ça, on vous aura pas en double. Donc, vous avez déjà plaidé dans de nombreuses affaires, entre autres pour le fameux Covenant dont vous aviez pris la défense, ce qui n'était pas rien. Mais là, je viens un peu plus en... Comment dire? Je viens un peu plus bénévole là. 1, 2, 3, bénévolement. Hein, non, Ah oui. non, sinon... D'accord, là, ce soir, vous êtes là pour défendre la veuve et l'orphelin? Non. Ah. Je suis là plutôt pour enfoncer ce film et du coup démontrer que ce n'est pas un bon film. Highlander 2 n'est pas un bon film. En fait, je crois que ça, c'est... Il faut commencer par ça, hein, quand même. Avant de regarder le film, déjà, on t'a prévenu généralement. Si tu, comment dire, tu vis sur la même planète que les autres gens, en général, quand tu mets le film, tu sais que tu mets un film de merde. D'accord. Mais... Non. On peut avouer qu'il est étonnant par plein d'aspects et que
On peut lui trouver quelques petites choses à mettre à son crédit. D'accord. Et donc, du coup, nous avons aussi donc professeur Métos. Professeur Métos, vous êtes un éminent spécialiste en tout ce qui concerne immortel et découpage, décapitation à l'arme à deux mains. Vous-même, d'ailleurs, vous avez été décapité plusieurs fois. Bon, maintenant, ça va mieux. Ça va mieux tout de même, voilà. oui. Vous en J'ai retrouvé la tête sur les épaules, Voilà. ça va beaucoup mieux. Et donc, voilà, vous êtes venu, vous êtes un éminent spécialiste de la licence Highlander. Je le pense, oui, en effet, je le pense. Oui, bon, vous pouvez, en tout cas, vous l'êtes sûrement déjà bien plus que nous deux, moi-même et Maître Cul. Voilà, on me dit dans le chat, donc l'un de nos jurés ce soir, Titi Bolt, nous dit l'avocat de la défense va avoir du boulot. Eh bien, justement, l'avocat de la défense, donc, est notre cher professeur Métos, qui va avoir de nombreuses choses à dire sur ce film. Oui, Alors, qui est un merveilleux film, tout à fait. C'est un film qui est entré dans l'histoire et qui le restera. alors que moi, j'ai découvert vendredi. Ah, Voilà, On l'a découvert tout ensemble, fait. du coup, quand même. nul n'est parfait, nul n'est parfait. Je vais tenter d'être impartial, comme c'est ce qu'on demande aux Oui. juges. Maintenant, pour ceux et celles qui seront présents ce soir dans le chat, C'est dur d'être impartial là-dessus. ouais, c'est pas évident. Mais il y a quand même des choses intéressantes à dire sur ce film. Donc du coup, pour celles et ceux qui seront présents ce soir dans le chat, en toute fin d'émission, une fois qu'on aura chacun d'entre vous deux aura pu dire un peu son avis là-dessus, ce sera ni à Métos ni à Maître Cul de trancher, ce sera bien à vous de donner votre avis du coup sur ce film. J'ai une tête, n'est-ce pas? Voilà, exactement, de trancher la tête ou pas de ce film. Cela voudrait dire que ce film est immortel, peut-être qu'effectivement ce film est immortel. Je vous propose, pour qu'on se remette un peu dans le bain, qu'on se mate la bande-annonce que j'ai trouvée en VOST, parce que moi c'est comme ça que je l'ai vu. Pas trop le choix, c'était très dur à trouver, mine de rien. Je crois que ce film on essaye de le cacher, hein. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce du coup, qui je crois est la bande-annonce de l'époque, c'est pas la version remasterisée avec... C'est ou ça, ou alors ils ont encore des VHS à vendre. Mais Il doit en rester un stock. Des VHS. Ouais. Bon, ok, très bien. Eh bien, c'est parti, du coup. Petit voyage dans le temps. Nous sommes en 1991, à peine quelques années après la sortie du premier Highlander, sur lequel peut-être on fera un épisode, un de ces quatre. Mais en tout cas, là, pour ce soir, donc c'est Highlander 2, The Quickening, et donc on va se mettre la bande-annonce. Somewhere in the future, a man from the past, Find McLeod and kill him. is all that stands between life and death. There simply isn't enough energy on the planet to take down the shield without killing us all. The world is dying, McLeod. The shield has to come down. Greetings, Highlander. You cold? Rather glad the magic works. You got a light? Let's have some fun. Remember, you called me. Just remember, the quickening. It sounds like magic. Well, it is, kind of. Christopher Lambert, Sean Connery, Highlander 2, The Quickening. Voilà. Il y a du boulot. La Ah bah, bande-annonce est merveilleuse, n'est-ce pas?
N'empêche, ce film, c'est vrai que c'est ce que je me suis dit ce matin, Laurent, parce que oui, je l'ai vu 2 fois, je suis super consciencieux. Mais non, mais je me suis dit que ça ferait bander Michael Bay. Il y a un budget explosif dans ce film. Il y a Alors des là- moments, tu sais même pas pourquoi ils font péter les trucs. Ils font tout péter des fois. Tu te dis, mais. Il y a, C'est ils ont c'est le même un quickening, flingue. monsieur, c'est le quickening. Ah ouais, le quickening, quoi. Le quickening explose tout sur son passage, voyons. Ouais, Une énergie qui s'emballe et qui va vers les autres une fois un immortel décapité. Et par conséquent, cela explose, surtout que là, il n'y a plus beaucoup d'immortels sur Terre, et du coup, la puissance de l'accélération du quickening est très importante. Du coup, suite à cette bande-annonce, je pense qu'il va falloir poser un petit décor. Je vais essayer de vous retranscrire un synopsis que j'ai. Fais-nous un petit point sur Ouais. le quickening. Voilà, sur le quickening, je pense que professeur Métos pourra en dire bien plus, pourra rentrer bien plus dans les détails là-dessus. Je vais vous lire un synopsis parce que même moi, après l'avoir vu la première fois, à la fin du film, je n'ai compris que certaines choses qu'avec le synopsis. Parce que déjà, au bout de 20 minutes, j'étais largué. C'est dire. Je trouve que la bande-annonce est ultra dynamique. Bien plus que le film. C'est impressionnant pour ça. Donc, le film commence, nous sommes en 1994. Connor MacLeod, donc interprété par le fameux Christopher Lambert. D'ailleurs, Il se présente dans le film comme étant Quentin. D'ailleurs, voilà, je ne sais pas si c'est une blague, mais l'une des sociétés de production s'appelle Lamb Beer Entertainment. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un clin d'œil à Christopher Lambert? Je ne sais pas. Donc, Connor MacLeod, désormais mortel, voilà, hein, promet à sa femme mourante, Brenda, de protéger le monde des rayons du soleil devenus nocifs pour les humains. Voilà, déjà accepter ce postulat-là. En 1999, Connor MacLeod, devenu un éminent scientifique, d'ailleurs le film commence vraiment sur ça, hein, la partie que je viens de vous lire avant, on l'aura après dans le film, devenu un éminent scientifique, supervise la conception d'un bouclier laser destiné à protéger la Terre des rayons du soleil, après la destruction de la couche d'ozone. Le projet est un succès, grâce au bouclier, la Terre est sauvée, mais l'humanité va bientôt être asservie par une puissante entreprise qui s'occupe du bouclier et oblige la population à payer un impôt pour pouvoir en bénéficier. Alors moi, ces détails-là, déjà, je les ai pas eus. Je les ai appris plus tard, parce que... Enfin, voilà. Donc, nous sommes en 2024. C'est la première scène, je crois que d'ailleurs, c'est une affiche qui dit la couche d'ozone, grosso modo, 94-2024, un truc comme ça. La planète est depuis 25 ans sous le bouclier. C'est alors que le général Katana, un immortel vivant sur la planète Zeiss, planète d'origine de tous les immortels, vous ne le saviez pas, vous l'allez l'apprendre, envoie sur Terre 2 immortels pour qu'ils tuent MacLeod. Bien qu'ayant vieilli physiquement, MacLeod sait toujours bien se défendre. Il parvient aussi ainsi à décapiter l'un des 2 sbires immortels et reçoit son fameux quickening, ce qui lui permet de retrouver son immortalité, son aspect de jeune homme, et de draguer la donzelle du coin. Non, c'est moi qui l'ai rajouté ça. En décapitant le second sbire immortel, MacLeod parvient à ressusciter son ami Ramirez, parce que, pourquoi pas, mort plus d'1 siècle auparavant. Ensemble, MacLeod et Ramirez vont lutter contre Katana, venu sur Terre pour les tuer. Ayant appris que la couche d'ozone s'est reformée et que le bouclier laser est devenu inutile, ils vont également lutter contre la compagnie qui exploite dans ses propres intérêts financiers. Voilà. Pour remettre un peu le contexte de tout ça. Oui, c'est bien le synopsis d'un film qui s'appelle Highlander. Et on parle de la version qui s'appelle Quickening, pour qu'on soit tous d'accord de quoi on parle, puisqu'il y a 3 versions, donc The Quickening, qui est celle qui est sortie en 91, qui a été diffusée au cinéma, et qui d'ailleurs a été... conspué par le réalisateur lui-même. Ensuite, nous avons la deuxième, qui est la Renegade version, qui est la version Director's Cut de Russell Mulcahy lui-même, où il a rappelé des acteurs pour tourner le film. Donc on Comme quoi, c'était pas nouveau, les Snyder Cut. Hein. Voilà, et donc, et il y a une spéciale édition, Highlander 2 spéciale édition, en fait c'est la version qui dispose du même montage que Renegade, donc c'est la version Director's Cut, mais en plus de ça, les effets spéciaux ont été remasterisés, voilà. C'est celle que vous pouvez trouver sur le Blu-ray. Nous, on parle pas de tout ça, parce que ça, c'est arrivé après, la légende. Nous, on va parler de la première, The Quickening, du coup, celle qui est sortie au cinéma. Donc... Ça, les unique.
Que dire là-dessus? Je ne sais même pas par quoi commencer. Je ne sais même pas sur quoi vous lancer. Je sais même pas quoi est-ce qu'on peut appeler à la barre. Je sais qu'en tout cas, c'est sur ce sentiment-là que le film m'a laissé. Quand tu arrives au crédit de fin, j'étais la bouche ouverte en mode... Enfin, vraiment, c'est rare qu'un film il me laisse comme ça. Voilà, parce que c'est un très bon film, avouez-le, franchement. Il vous a laissé pantois. Je sais pas. Je dois dire que je me suis pas ennuyé. Parce que j'étais avec du coup Emmerich aussi pour mettre recul pour le regarder. C'est vrai que je me suis pas ennuyé. Je me suis pas ennuyé, mais il y a quand même, ouais, à la fin, tu te dis, mais en fait, c'est moi qui suis con, ou il y a rien à comprendre, ou enfin, rien n'a de sens dans ce film. Et enfin, enfin, il y a un paquet de scènes d'ailleurs que tu sais même pas pourquoi elles sont là. Il y a un paquet de scènes qui auraient mérité d'être là pour expliquer quelque chose, parce qu'on comprend rien. Et il y a un paquet de scènes qui sont là. Alors je pense à Sean Connery qui se fait mettre un costard sur de la musique, sur du Guillaume Tell à la cornemuse. Parce que alors, par contre, faut aimer la cornemuse. Hein. À chaque fois que Sean Connery fait un truc badass, cornemuse. Écosse. Oui, c'est Ramirez. Bah oui, bien sûr. Le plus écossais d'Écosse, Ramirez. Et Juan Sanchez Villalobos Ramirez. voilà. Voilà. Des Highlands. Des Highlands. Soir Ramirez, donc. Oui, parce que Enfin, le Gentleman Farmer. En fait, au bout d'un moment, t'as tellement de facepalm, tu sais, de trucs, tu dis, hein? Il y a un moment, en fait, moi, à chaque fois, faut 2 secondes pour me remettre dans le film. Donc, il y a un moment où mon cerveau, je crois qu'il était usé. Et du coup, il a commencé à se dire, allez, abandonne. Profite du spectacle. Et puis, essaye même pas de comprendre. Il y a un moment où j'ai laissé le film faire, vas-y, je comprenais plus rien. Et en fait, j'essayais même plus. J'avais même plus envie à la fin. Alors, C'est pourtant pas compliqué. Je tiens à rappeler quand même que ce que j'ai dit en introduction concernant Russell Mulcahy est vrai. Hein, il a vraiment réalisé. En fait, il a surtout fait dans sa carrière filmographique beaucoup plus de clips musicaux que de films. Ouais, il a fait pas mal de films, pas très très connus. Il a fait pas mal de séries aussi, et tous les noms que j'ai cités sont vrais. Et ce que j'ai dit concernant l'avant-première, alors est vrai. J'ai trouvé plusieurs sources qui concordent et qui effectivement disent que Russell Mulcahy s'est barré au bout de 15 minutes de film lors de l'avant-première publique du film. Hein. C'est même pas la pré-présentation à la réal ou des trucs comme ça, c'est vraiment l'avant-première du film. Il s'est barré, il a quitté la projection et en fait, avant même la sortie du film, il avait demandé à ce que son nom soit supprimé du générique pour qu'on y mette le fameux Alan Smithy. Alors, pour l'anecdote, Alan Smithy, alors je vais pas vous faire tout le passé d'Alan Smithy, c'est un mec qui a vraiment vécu aux États-Unis. En fait, c'est un, comment dire, ce nom-là est utilisé en fait à Hollywood par les réalisateurs qui sont mécontents de leur film. Et en fait, généralement, quand ils ont des différends avec la production, des choses comme ça, ils demandent à ce que leur nom soit remplacé par ce fameux Alan Smithy. Parce qu'ils n'ont pas envie que leur nom apparaisse dans le générique. Et donc il a vraiment demandé, sauf que vu qu'il était sous contrat avec les droits et compagnie, il devait pas ni cracher sur la promotion et son nom devait apparaître dans le générique. Donc il était coincé. Mais tout ceci est vrai. Et on parle quand même donc pour ceux qui n'ont ni vu le film, ni connaissent pas tout ce qui est autour, Russell Mulcahy qui a fait le premier Highlander. Donc c'est lui qui, d'ailleurs, qui invente la licence Highlander, si je me trompe pas. Je me tourne... avec les scénaristes, oui. Voilà, on est d'accord, c'est lui qui est derrière, c'est son bébé, et le gars se barre à l'avant-première du deuxième film. Mais là, on peut pas croire que tout a été changé en post-prod et que c'est parce qu'il aurait voulu faire. Enfin, il y a un moment, il y a une base forcément que lui il a tourné, enfin. On n'a pas pu changer tout son film. Il y a un truc, il y a de lui quand même dans le bousier là. Hein. Semble-t-il que la version Director's Cut est pas mal différente puisque lui vire tout ce qui se passe sur la planète machin là. Ça il en parle pas.
Enfin, il met de côté complètement l'histoire comme quoi les Highlanders sont des extraterrestres. Ça, c'est vrai que moi, j'ai pas compris en fait ça. Hein. Enfin, je vais être honnête, quand j'ai vu le film, c'est en lisant C'est le la synopsis première fois que ça me après, fait ça, moi. Hein. ouais, que je comprends le film après quand je lis le synopsis. Je l'ai pas Ouais, compris au premier visionnage. pareil. Et enfin, qu'il faut que je lise le résumé du film pour comprendre le film. Et il faut savoir que le film, quand même, pour la défense du film, si je puis dire, c'est une autre équipe de monteurs qui a monté le film. Du coup, parce que l'équipe initiale a été virée, il y a eu pas mal de problèmes autour de... Comment dire? Oui, c'était pas bonne ambiance et gros stuff, hein, quand même. Bah, ils ont tourné ça, entre autres, à Argentine. Buenos Aires. Oui, en Argentine. Ouais, voilà, en Argentine, il y avait les guerres Malouines et compagnie, en 82. Il y a une lourde crise financière, je crois. Les décors coûtent cher. Alors, on doit dire que sur les décors, il y a quand même il y a du taf. Hein. Ah ouais, non, mais c'est comme dans un clip de thriller de Michael Jackson. Michael Jackson, là. T'as vraiment Oui, enfin, cette patte. T'as cette patte années 90 quand ils font des effets comme ça. De toute façon, c'est des années 90, donc c'est un peu normal que ce soit la patte des années 90. Non, mais après, c'est pour ça, c'est vrai que c'est bien fait quand même, les décors et tout. Ça, il y a des moments quand même, ça en jette. Hein. Les éléments qu'on peut avoir dans le dossier, entre autres, nous avons Christophe Lambert qui s'est blessé. Christopher Lambert qui s'est blessé. Michael Ironside, c'est la même chose, celui qui joue Katana. Donc ça a bloqué aussi le tournage. Et alors, la clé de voûte de tout ça, c'est la compagnie d'assurance qui participe au financement initial du film, qui, par la magie des finances et tout le tintouin, se retrouve à reprendre le contrôle créatif du film. Et décide de terminer le tournage en dépensant le moins de fric possible. Donc, en fait, il y a plein de séquences qui n'ont pas été tournées, ce qui peut expliquer que des fois, il y a des trucs qui soient vraiment télescopiés et on a un peu l'impression de passer du coq à l'âne. Et c'est eux, en fait, qui vont mettre en place la nouvelle équipe qui va faire le montage du film. Donc, c'est eux qui réécrivent l'histoire avec les plans qui a été tournés. Et là, Russell, lui... Enfin, ce côté-là, lui, on le met complètement de côté. Donc voilà, pour l'ensemble des éléments, pour dire la tâche complexe qui nous incombe ce soir, il faut quand même dire que Roger Ebert, qui est un très très grand critique américain, a déclaré que c'était le pire film qui s'était sorti en 91. Il y a pas mal de critiques qui jugent également que le film est très très mauvais et qui pourrait être et qui fait partie des pires films de l'histoire du cinéma. Et dernière information sur le film Rotten Tomatoes, il a 0% d'avis favorable, ce qui est quand même assez rare pour le noter. Donc c'est un gros bébé que nous avons ce soir, un gros bébé qui a coûté 30 millions de dollars et qui en a rapporté à peine la moitié. En fait, je pense qu'en fait, c'est que les gens, ils se sont trompés de, même moi, en fait, j'ai regardé comme en fait, on se trompe de film, en fait. Tu le regardes comme un Highlander, la suite du premier, et peut-être un film d'aventure avec des épées, enfin, je sais pas, mais comme si la promesse, elle était autre que ce que tu tombes. Enfin, tu tombes sur un film presque un peu un film comique, un peu à la nanar. Et du coup, la deuxième fois que je l'ai regardé en mode rock'n'roll. Et là, j'ai kiffé le film en fait parce que j'étais en mode beauf. Je me disais mais voilà quoi, tu vois, c'est ça ce film en fait. C'est Christophe Lambert qui fait de l'overboard en se battant avec une épée, avec des éclairs rajoutés au stylo dessus, mais c'est bien. Enfin, hop, ça pète et tout, ça explose de partout. Et après, du coup, il arrive à gagner, il récupère sa jeunesse, il sort une meuf des poubelles, elle se présente, bonjour, et puis il dit même pas bonjour, lui, il a culbute contre le mur, direct. Ouais, tu vois, voilà, c'est rock'n'roll. T'as les musiques des années 80, rock'n'roll, c'est rock'n'roll, voilà, t'as du Sean Connery. Sean Connery, tu sais pas pourquoi il est là, mais c'est rigolo. À chaque fois qu'il arrive quelque part, c'est rigolo. Il arrive sur une scène de théâtre, la scène, elle est lunaire. Tu te dis pourquoi lui, il arrive là, l'autre, il arrive au milieu du métro. Même l'arrivée du méchant. Ricochet, monsieur, le ricochet, s'il vous plaît. L'arrivée du méchant, elle est magnifique. Le mec arrive dans un métro, il se dit, ok, ça c'est un métro. Déjà, comment il sait que c'est un métro ?
il sait, il va direct, il vire le pilote, je sais plus s'il le bute ou quoi, enfin, il prend les commandes, il fait aller le métro à 700 miles à l'heure, hein, J'ai même cru qu'il allait passer dans le temps au moment où on a traversé les 88 miles à l'heure. ouais, il va à 7000, quoi, et il traverse un mur, et tu te dis, ah, il y a peut-être quelqu'un derrière le mur. Non, il est juste... Non mais est-ce Il y que a vous des vous mecs êtes bien, qui voient des- est-ce que vous vous êtes rendu compte tout de même que le métro était d'une résistance incroyable? Le mais t'as métro les gens qui- transperce le mur sans aucun souci. Les Et je gens pense que perdent leurs dans le yeux. futur, nous aurons des métros extrêmement puissants. Alors, T'as une scène mais tellement mal faite où tu vois un mec voir les yeux sortir comme ça de ses globes et le truc c'est de la pâte à modeler et c'est même mal fait et tu le vois et longtemps tu dis Petit clin d'œil à enlevez-le. Total Recall, peut-être. oui, voilà, c'est exactement ce que j'ai pensé. Petit clin d'œil à Total Recall. Pour mon sens, c'est une effectivement des scènes qui m'a marqué. Alors ça et le train bisou, on y reviendra au train bisou quand même parce que c'est ce petit détail quand même des grosses lèvres à l'avant du train. Alors ça, c'est merveilleux. Je sais pas ce qu'a fait le chef décorateur sur ce coup-là, mais il s'est dit, j'ai un truc les gars, ça va être monstrueux. Moi, Ça va être le futur. j'ai une hypothèse sur cette scène qui est vraiment particulière, la scène de l'arrivée de Katana dans le métro, de la téléportation de Katana en plein milieu du métro qui fonctionne, qui est en route hein, en plus. Hein. On reparlera de Star Trek qui nous explique à quel point c'est compliqué de faire une TP en mouvement, mais bon, admettons. J'ai une hypothèse, je pense que le compteur du métro est cassé. Parce que si on regarde bien la vraisemblance de la scène, le métro qui est censé aller très très vite quand il traverse le mur, comme le souligne Professeur Métos, vous le soulignez tous les deux, il n'est pas abîmé. Et d'ailleurs, il sort à peine du mur. Donc j'en pense qu'en fait, il va pas très très vite. Et que la téléportation fait qu'il y a une perception de la vitesse qui est un petit peu décalée. Et qu'en fait, le métro va pas si vite que ça. Ce qui n'explique pas pourquoi tout le monde est plaqué au fond. Voilà, c'est ça. Je pense quand même qu'il va suffisamment vite puisque les gens volent à l'arrière. C'est vrai. Mais je n'ai rien d'autre à apporter sur ce point. Professeur Métos, moi j'aimerais quand même avoir votre éclaircissement sur un point précis. Est-ce que vous avez en mémoire la première fois, en tout cas résiduelle comme ça, de la fois où vous avez vu ce film comme étant présenté en tout cas comme la suite du premier Highlander, qui a très certainement déjà dû vous marquer, qui avait une ambiance, des flashbacks, l'histoire, ce personnage qui traverse le temps, qui perd de nombreuses femmes, des amis, Ramirez, son Kurgan. Voilà, son entraînement philosophique, des choses comme ça. Et c'était au cinéma d'ailleurs, ou vous l'avez découvert en VHS ou Non, j'ai dû le voir à la télévision à l'époque. D'accord, télévision. Et donc du coup, vous vous retrouvez face à Highlander 2. Et là, oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est le drame. Pardon. Non, évidemment, j'ai été extrêmement étonné du point de vue du réalisateur sur ce second film. Mais j'avoue que à l'époque, j'ai trouvé ça bien. J'ai vraiment trouvé ça bien. À l'époque, ça ne me déplaisait pas plus que ça. Bon, le contexte extraterrestre était un peu étonnant, je dois l'avouer. Mais j'avoue que j'ai vraiment aimé, j'ai apprécié ce film à sa juste valeur. Ok, très bien. Et donc la révélation que les Highlanders étaient des extraterrestres? Oui, ça j'avoue que quelque peu cela m'a un peu choqué. Mais pourquoi pas, après tout, nous ne savions pas à la fin du premier d'où venaient les immortels. C'est vrai. C'est vrai. Après, j'avais moi-même des idées qui n'étaient pas du tout extraterrestres. Je dois bien l'avouer. Ah, vous aviez quand même des hypothèses de ce côté-là? Oui, bien sûr, oui. Et qui ont été ensuite un peu plus ou moins confirmées dans la suite, surtout dans la série télévisée qui est apparue quelques années après. Et quand il tourne la scène là, sur la planète Zest, là, machin, il doit avoir une idée derrière la tête quand même, McCully, là. Mulcahy, le réalisateur. Ouais. Et oui, je pense que pour lui, en fait, réellement, les immortels venaient d'une autre planète. Je pense qu'il partait du principe que cette planète avait une avancée technologique autre que la Terre, et que du coup, un peu comme un Superman qui vient de Krypton et qui, lorsqu'il atterrit sur Terre, grâce à l'étoile jaune, notre Soleil lui permet d'avoir des pouvoirs. Je pense qu'il était parti sur ce principe que des extraterrestres qui arriveraient sur Terre auraient, par exemple, l'immortalité, ou tout du moins une régénération extrêmement importante, puisqu'ils ne sont pas immortels, puisqu'ils peuvent être tués par décapitation.
Par contre, ils sont éternels. Ils peuvent tomber du haut d'une falaise, ils peuvent se faire exploser, ils peuvent rentrer dans les flammes. Ils ont des blessures, mais ils ont un système de régénération qui leur permet de récupérer l'intégralité de leur intégrité. Donc, un peu des espèces de surhommes, un peu comme un Superman qui vient de Krypton, finalement. Alors, professeur, je vais vous poser une question peut-être un peu plus profonde. Est-ce que ça aurait pas été mieux de garder un mystère sur l'origine des Highlanders? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, personnellement, c'est ce qui m'avait vraiment plu dans le premier, où effectivement, nous ne savions pas du tout d'où venaient les immortels, donc nous pouvions inventer un peu ce que nous voulions. Et dans la série télévisée, qui est des mêmes créateurs que les films, nous ne savons pas non plus d'où viennent les immortels. Par contre, nous savons qu'il y en a bien plus que ce qu'il y avait dans les films, finalement. Oui. Et puis Après, il ne faut pas voir non plus le Highlander 5, qui, dans le dernier quart d'heure de film, essaye encore de nous donner une source possible de la création des immortels. Et je crois me souvenir que nous repartons sur une planète étrangère. Oh là là. Alors, il y a aussi dans ce film des points qui sont intéressants et qui, pour moi, resteront très certainement sans réponse. L'espèce de rituel avec le bol tibétain et la soupe dorée, là, qui semble avoir un lien avec le pouvoir des immortels, puisqu'ils font des trucs avec leurs mains, là, à un moment au début du film. Alors, je sais pas si c'est un lien... Ah, les trois prêtres, là. Non, entre Ramirez et MacLeod, il y a une scène sensuelle avec de l'huile d'olive extra vierge dorée là et un bol tibétain. Et ça a l'air d'avoir un lien parce que c'est plein d'éclairs et tout. On se dit que justement. Les immortels ont normalement la possibilité d'utiliser le quickening en dehors du simple fait de régénération. On le voit au moment dans la scène avec le ventilateur géant, qui risque de décapiter tout le monde, où Ramirez, en fait, utilise le pouvoir du quickening pour arrêter le ventilateur, en fait, et permettre du coup à MacLeod de sortir avec sa bien-aimée. Oui, alors... utilisant tout son quickening, Ramirez, encore une fois, disparaît. Oui, et sur une scène où on a beaucoup rigolé, malheureusement, puisque cette scène aurait pu être épique. C'est à verser et à noter dans les minutes du procès. Alors pour l'instant, nous n'avons pas de secrétaire commis d'office pour prendre ces instants-là, c'est pour ça que nous filmons. Mais effectivement, alors pourquoi à ce moment-là, qui était quand même épique, il y a un très joli discours en plus sur une petite explication de ce quickening où il explique que voilà, en gros, à quoi ça sert d'avoir vécu toutes ces vies, d'avoir accumulé toute cette existence, si ce n'est pas pour pouvoir, en instant T, l'utiliser et tout mettre dans une seule action. Et donc il y a un moment épique comme ça qui se lève où il va les sauver et tout, et pan, musique écossaise, disparition CGI, encore ça existe même pas à l'époque, de Ramirez, en même temps que l'hélice lui tombe dessus, et regard désabusé de Christopher Lambert, donc qui s'en va avec sa belle. Et j'ai beaucoup rigolé sur cette musique écossaise qui sort de nulle part. Mais bon, ce n'est que mon avis. Ainsi Merlin sauvant Arthur après qu'il ait sauvé Guenièvre, voyons. Oui, on peut le voir comme ça. Oui, c'est la mort du... La mort on pourrait faire un parallèle, c'est la mort du guide. Alors, voilà. En résumé déjà... Le guide retourne dans le quickening, dans la force... non, pardon, ce n'est pas le même film. En résumé déjà, on peut... comment dire, le scénario n'est pas apporté... Attends, le quoi ? L'histoire l'histoire n'est pas apportée au crédit au crédit du film, puisque c'est quand même, il y a beaucoup de moments, on parlait de Covenant, du dossier Covenant la semaine dernière, en expliquant que dans les critiques majeures qui avaient été faites, c'était l'absurdité de l'équipage et de certaines de leurs prises de décision, comme le simple fait d'explorer une planète sans scaphandrier. D'ailleurs, c'est ce qui déclenche tout le film. Là, en grande partie, ce qui déclenche le film, c'est l'immaturité de Katana en tant que grand méchant. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt, Katana, pour être un grand méchant, parce que ces sbires qu'il envoie sur Terre
qui sont quand même présentés comme étant deux gros débiles. Hein. Je vous remets, enfin, rappelez-vous la bande-annonce, vous voyez les mecs avec les lunettes qui faisaient voilà, c'est eux les deux bras droits de Katana, donc c'est quand même pas des flèches. Même eux sont assez malins pour dire à Katana avant d'être envoyé sur Terre, mais il va mourir, il est vieux, il est en train de mourir. Dans 6 mois, il est mort de vieillesse. Pourquoi est-ce que vous voulez prendre le risque de nous renvoyer sur Terre pour le tuer, puisque de toute façon, il est condamné, il va mourir. Il s'en fout, Katana, il les renvoie sur Terre, MacLeod les tue, et donc du coup, il récupère son Le quickening. Voilà, et donc tout le film se déclenche parce que Katana est très idiot, et je dois dire que, pour ma part, j'ai eu énormément d'empathie pour ce Katana. J'ai eu envie qu'il y arrive tout le long du film. C'était un peu mon champion. Et non, il n'y a pas moyen, il n'y en a pas une dedans, quoi. Si, il y a la scène du camion. La scène du camion où il se fait rouler dessus, tu te dis, mais pourquoi? À la sortie d'un virage, il est là comme un lapin dans les phares d'une bagnole. Je crois que c'est à peu près... Non, il essaie de les arrêter. Il essaie de leur faire non. Oui, Et du coup, il se fait défoncer. Donc on se dit, oh là là, Katana, c'est pas possible. Et en fait, non. Il est accroché au camion et on se dit, ah. Et là, on y croyait quand même. C'est vrai qu'on avait en fait, il est passé de méchant qui a l'air en plus. Il fait un peu penser à Nicholson quand il fait le méchant. Il fera un bon Joker. Quand il est dans le métro, il me faisait penser au Joker. Et il essaye de faire méchant. Mais en vrai, on a de la peine pour lui pendant tout le film. Et on a envie que il devient challenger en fait, plus qu'autre chose. Il a du potentiel. Non, C'est il a vraiment marrant. du potentiel. Déjà, il a la gueule du comédien. Le comédien, je pense, il met beaucoup de cœur dans ce personnage. On lui donne quand même quelque chose qui est pas très très facile à faire quand on voit le scénario, et faut le tenir, ce personnage. Hein. Il essaye, il tente des trucs. Il essaye, Katana, de faire des choses. Quand il arrive en taxi, on sent bien qu'il se force, qu'il essaye d'improviser sur le « je suis un méchant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais casser le pare-brise parce que c'est un truc de méchant, et puis je vais menacer le chauffeur de taxi parce que c'est un truc de méchant, et puis tiens, pour finir, hop, je te mets un petit coup d'épée dans ta roue avant parce que je suis un méchant, quoi. Et je m'en vais avec un rire diabolique, quoi. Mais on sent qu'il en veut. On sent qu'il en veut, et en plus de ça, j'ai envie de dire, on sent que, franchement, avec du travail, il se serait entraîné auprès des plus grands. Ça aurait pu être vraiment un très bon méchant, parce que il a ce qui fait pour moi la grandeur des méchants. C'est cette recherche d'avoir des punchlines, même si, là, tout le long du film, il se vautre. Hein, il a du charisme, et il a un sens de l'honneur. Parce qu'il y a quand même une scène où il pourrait casser la tronche à MacLeod, et il lui dit... non. Dans l'usine, là, où il y a tous les escaliers. Ah non, avant. Et il lui dit non, pas dans une église. Il y a un Ah code oui, d'honneur. Parce que c'est interdit. Non, c'est interdit par les immortels. Oui, mais... C'est pas un simple code de l'honneur, voyons. Oui, Si un immortel tue un autre immortel sur un lieu sacré, alors c'est lui qui meurt et non pas son adversaire. Ah bah alors je retire ce que j'ai dit. C'est une des règles des immortels. C'est une des règles des immortels qui interdit tout combat sur un sol sacré. D'accord. Par contre, essuyer ses pompes sur la tombe de l'un des défunts, ça, ok, bon, d'abord très bien. Oui, ça c'est pas un problème. Non, bah alors c'est juste un... On n'a pas le droit de se battre, on n'a pas dit qu'on n'avait pas le droit de faire des vilainies. Pour un vilain, c'est un peu normal. Oui, Mais la bagarre là où ils sont dans l'usine, là, il y a quand même des beaux décors. Hein. Malgré tout, il y a quand même des endroits. Même si la bagarre, des fois, elle fait un peu gamin qui ont trouvé des bâtons et qui font la bagarre, quoi. Mais ils ont des. Enfin, ça fait des gamins qui ont trouvé des bâtons, mais qui ont trouvé aussi une sacrée usine pour se la mettre, quoi. Ou des décors sympas, quoi. Genre, MacLeod, là, il a un appart. Pareil, hein, c'est un appart fait pour se battre à l'épée, ça. C'est un vrai musée d'antiquité aussi. On s'aperçoit de toutes les choses qu'il a accumulées durant ses 600 ans d'existence. Alors, on a Titi Bolt Pascal qui nous dit, alors attends, j'ai plus le sujet, par contre, parce qu'on est des gentils, parce que c'est un méchant inconnu style. Style ou stylé. Moi, je trouve que Katana fait l'affaire. Enfin, dans l'histoire, ce côté mauvais méchant, alors mauvais pas dans le sens démoniaque, mais dans le sens pas bon, ça peut être intéressant parce que on essaie de nous vendre une histoire avec deux méchants. Un qui arrive pas parce qu'il est pas bon,
et un autre qui est pas assez présent, qui est l'entreprise quand même. Et ça nous est pas assez vendu dans le film. Parce que l'entreprise est censée être l'autre méchant du film. C'est quand même des mecs qui sont au courant qu'en fait le bouclier sert plus à rien et qui profitent sur le dos des pauvres gens. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi en fait ils avaient fait un impôt pour le bouclier, puisque le bouclier est censé être inarrêtable. Donc il n'y a pas besoin d'argent pour faire tourner le bouclier. C'est pas très logique, mais bon, apparemment tout le monde a accepté, donc voilà, il y a une taxe comme ça sur les gens pour que du coup ils payent. Enfin, on va pas commencer à essayer de comprendre le fonctionnement de ce bouclier parce que sinon c'est mort. Hein. Alors pour Déjà, rester sur le scénario, selon vous, est-ce que le scénario est quelque chose qui est apporté au crédit du film ou c'est plutôt quelque chose qui dessert énormément le film? Ah, le scénario il dessert le film. D'accord, donc Sans le scénario, il n'y aurait pas le film. je prends vraiment le scénario. Ah oui. Ou alors le film pourrait être bien, mais faut qu'il dure une demi-heure de plus et que tu nous rajoutes des. Ou alors il y a des trous, c'est un gruyère. C'est un gruyère de film peut-être. Ça se trouve, c'est juste un gruyère de film et il manque plein de bouts. En fait, tous ces bouts, effectivement, sont compréhensibles pour quelqu'un qui connaît quelque peu la mythologie des immortels. Mais surtout que c'est une mythologie dans laquelle ce scénario vient rajouter énormément de points. Pour le coup, Qui ont été enlevés très rapidement après. Alors voilà, qui ont été enlevés très rapidement, mais si je prends l'affaire que nous avons traitée la semaine dernière sur Covenant, qui était entre autres beaucoup reproché à Covenant et à Prometheus, c'était le fait de nous faire la promesse de faire avancer l'histoire, de faire avancer des pans de l'histoire qui étaient restés dans l'ombre. Là, On doit accrocher les wagons, quoi. Là, est-ce que, Maître Kuhl, vous êtes en mesure d'accepter au moins ce fait que dans Highlander 2, on prend l'initiative et on respecte, même si on est déçu par le résultat. Des fois, les mystères, vaut mieux pas savoir ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, le deal de départ, qui est de dire que on va faire avancer l'univers des Highlanders, ils viennent d'une planète extraterrestre. Est-ce qu'on le savait avant? Non. Oui, de là, oui, ça fait avancer si on veut, oui. C'est le quickening, quoi. Hein. Le quickening fait le boulot. Donc on a Patoche Balkanoche qui vient de nous rejoindre. Salut à toi. Merci de nous avoir rejoints et qui nous dit le scénario dessert complètement le film. C'est une horreur complète et une complète erreur aussi. Alors déjà là on a un membre du jury qui est voilà, mais bon, Patrick Balkanoche. Après en soi l'idée de base de faire un truc un peu écolo, ça aurait pu être pas mal. Mais c'est juste que tout a l'air très approximatif quoi en fait. Leur bouclier, tu sais pas comment il marche parce que d'abord tu le vois sur une maquette, il fait le tour de la planète. Après ils vont sur une montagne, ils vont au-dessus, donc ils voient qu'il sert à rien. Enfin, en fait tout, je veux dire pour l'éteindre en fait, il faut mettre un mec dedans. Il y a même pas un bouton off en fait. C'est un fusible. L'immortel sert de fusible finalement. Donc en fait, il avait prévu ça quand il a créé le bouclier, c'est qu'il n'y a que lui qui peut l'éteindre en se mettant dedans. J'imagine, oui. Quand on commence à dire admettons, c'est pas bon. Ah, c'est un point qu'il est difficile de réfuter, effectivement. Non, mais le bouclier fonctionne avec une telle énergie qu'il faut une énergie à peu près équivalente pour pouvoir l'arrêter. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'un immortel ayant reçu tous les quickenings qui a l'énergie suffisante pour arrêter l'énergie qui fait fonctionner le bouclier. Alors, Professeur Métos, permettez-moi une question du coup. Comment se fait-il que MacLeod ne meurt pas dans l'opération? Eh bien, parce que finalement, il utilise l'intégralité de son quickening, mais vu que c'est le héros a toujours quelque chose en plus par rapport au simple Kidam, n'est-ce pas? Et donc, il arrive à survivre même en déclenchant l'énergie de son accélération. Il fallait l'accélération, comme le disait Ramirez, il fallait qu'il y ait à la fois le pouvoir de MacLeod et de Katana pour pouvoir arrêter le bouclier. Eh bien, disons que lorsque MacLeod sort, il n'y a plus que MacLeod et non plus le Highlander. Peut-être que s'ils avaient fait un 3 après, ils seraient repartis encore sur le fait que Highlander aurait vieilli tranquillement avec sa jolie Louise à ses côtés. Et ainsi va la vie. Alors, l'un des jurés, Thibault, nous dit il survit parce que c'est un gentil et pas un héros.
Il est quand même très secondaire d'ailleurs, hein, en plus parce qu'on a parlé de Katana, qui moi c'est un personnage que j'ai bien kiffé, mais au final, MacLeod, c'est quand même un personnage très oubliable, je trouve, dans ce film. Même Christophe Lambert, il joue comme toujours, mais là il est vraiment très fade hein, quand même. Hein, c'est quand même toujours très pose de Christophe Lambert. Mais enfin vraiment, hein, et des fois en fait, t'as presque l'impression il leur a dit vous mettez le moins de texte possible. J'ai envie de rien dire. Franchement, j'ai même pas envie de parler. C'est vrai que dans ma vidéothèque perso, je crois que le film dans lequel il y a... Enfin, le film qui est juste après ce film-là, en termes de dialogue, ça doit être L'honneur du dragon avec Tony Jaa, où je crois que la seule ligne de texte qu'il a de tout le film, c'est « Où sont mes éléphants ?» qu'il répète plusieurs fois dans le film, mais c'est le seul truc qu'il dit. Donc, à peu près. Hein. Là, c'est vrai que, en termes de dialogue... Il y a des choses comme ça. Moi, si je peux me permettre, j'ai une question aussi, c'est concernant la magie Ramirez. Il est où Ramirez pendant tout ce temps-là? Parce que ce personnage-là, il est bien, par contre. Tu vois, mais en fait, il arrive en 3e, Christophe Lambert, c'est quand même dingue. Alors, est-ce que ce personnage est bien, ou est-ce que ce personnage est bien porté par le comédien? Parce qu'on parle quand même de Sean Connery. Et donc, Sean Connery, pour le coup, j'ai envie de dire que même dans un film comme celui-là, il arrive à être bon. Mais ce qu'il en a fait, Connery a réussi à être bon dans Lancelot, donc à partir de là. Ça, c'est ce qu'il en a fait. Il en a fait un truc comique. On fera peut-être un épisode sur Lancelot. On fera peut-être un épisode sur Lancelot. Mais par contre, moi, j'aimerais avoir votre éclaircissement sur un point. Donc, le quickening, abracadabra, c'était magique. Fad, vous êtes gentil, Maître Cul. Oui, Maître Cul est gentil ce soir. Bien qu'il soit à l'accusation. Donc, aujourd'hui, nous avons un point, moi, qui demande à être éclairci. Je demande votre expertise à tous les deux. C'est concernant Ramirez. Donc, le quickening, donc, si je comprends bien ce qu'on a eu dans le synopsis tout à l'heure, on lui envoie les 2 mouches volantes. Alors, je dois dire que le combat, pour le coup, en toute honnêteté, j'ai trouvé que ce combat était bien. Le combat avec le machin qui vole, là, je trouve que ces scènes sont mieux réalisées. Le retour et le bouffon vert. Voilà, exactement. Enfin, ces scènes-là sont mieux réalisées que certains Batman. En termes de baston en l'air. Bon, après, c'est vrai que il y a un problème dans la chorégraphie du combat lui-même, parce que c'est vrai que les gars, ils passent 5 minutes à voler dans toute la ville avant de se croiser une fois et de mettre un coup d'épée, et de repartir pour voler pendant 10 minutes comme ça avant de se recroiser une fois et mettre un coup d'épée. C'est une espèce de joute futuriste, un peu spéciale, mais je dois dire, très très bien filmé. J'ai trouvé que... Alors, est-ce que c'est le film qui est déjà assez mauvais à ce moment-là pour me donner le sentiment que cette scène-là est bien ? Ou est-ce que cette scène est réellement bien filmée ? J'ai trouvé qu'il y avait des travelling caméras sur ce mec qui vole qui sont extraordinaires. Christopher Lambert et même son adversaire, MacLeod et le sbire, font pas marionnettes, font pas tenus par des bouts de fil 7, c'est bien foutu. Bref, il les affronte, il arrive à en tuer un déjà. Donc, abracadabra, musique de Queen absente, malheureusement, mais il récupère son quickening, donc il rajeunit. Ça tombe bien parce qu'il en a un deuxième à flinguer. Qu'est-ce qu'apporte la mort du deuxième, si on en croit le scénario ? Ça lui apporte le pouvoir de pouvoir rappeler Ramirez. Ramirez qui lui a dit bien avant, donc d'être envoyé sur Terre, enfin j'ai pas compris, bref, parce qu'ils sont envoyés tous les deux, mais Ramirez à ce moment-là lui dit « Le jour où t'as besoin de moi, tu m'appelles ». C'est étonnant que jusqu'ici il ait jamais essayé, mais... Et il avait même mis PS... Pas avant 20 minutes de film, faut que les gens soient vraiment compris que... Voilà. Mais alors... Faut qu'ils aient déjà esquissé un sourire quand j'arrive. Mais alors, moi, ce que je comprends pas, c'est que soit MacLeod, il a pas super bien étudié à Poudlard, soit Ramirez est un petit filou, où il y a d'autres explications, mais il utilise ce pouvoir. Ramirez, au secours! Et ça marche! Ramirez en une fois. C'est pas comme Beetlejuice. Voilà, c'est pas comme Beetlejuice ou Candyman. Une fois, ça suffit. Ramirez est ramené sur Terre. En Écosse. Pourquoi ? Parce que c'est la magie. Parce que le quickening a réfléchi sur le bouclier. Revoyez la scène, voyons, tout est expliqué dans la scène. Au moment où MacLeod invoque Ramirez, le quickening ressort de MacLeod pour aller vers Ramirez,
Et comme il y a le bouclier juste au-dessus, le quickening fait un rebond sur le bouclier et atterrit à des centaines de kilomètres plus loin. Revoyez le film, c'est très bien expliqué. Alors, revoyez le film, très certainement. C'est très bien expliqué? Non, sinon j'aurais pas besoin de revoir le film. C'est mon avis. Mais donc, Ramirez se retrouve en Angleterre, et là, on a un des très excellents moments de ce film. Bah, on a des très excellents moments de ce film, c'est ce qu'on a appelé, en tout cas moi quand je l'ai vu, Ramirez à la plage, hein, puisque du coup on a Ramirez en Angleterre. Alors déjà, on a Ramirez fait du théâtre, voilà. Ramirez joue... Parce qu'il va popper sur une scène de oui, théâtre. voilà, il pop en plein milieu d'une scène de théâtre classique. De Hamlet. C'est du Hamlet, voilà. Il y a une scène de dialogue entre lui et le mec avec la fameuse scène avec le crâne. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est To be que... or not to be. Alors justement, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils reprennent pas exactement. Oui, ce ils ne reprennent moment-là. pas celle-ci, Voilà. ouais. Ils prennent pas ce passage-là exactement, donc du coup, c'est pas aussi cliché qu'on le voudrait. Ça ne choque personne. La foudre de Zeus s'abat sur scène avec un mec en plein milieu et tout le monde doit se dire « Oh dis donc, les effets spéciaux de ce théâtre, je reviendrai, hein, parce que... » Alors ils respectent rien de Hamlet, mais c'est bien foutu. Et ensuite on a... moi j'aimerais votre Les gens même éclaircissement rigolent là-dessus. pendant le théâtre d'ailleurs, ils sont hilars de voir oui, les tu répliques m'étonnes. que lance Ramirez à ce pauvre acteur, évidemment. On a un Égyptien écossais qui pop en plein milieu de Hamlet, forcément, habillé en espagnol avec son fleuret, là, c'est sûr que c'est extraordinaire. Moi, j'aimerais Maître votre avis Forgeron. sur- Maître Forgeron. J'aimerais votre avis là-dessus parce que on a du coup, à cause de ça, parce que c'est pour moi à cause de ça, une suite de scènes qui, enfin voilà, qu'on a verbalisé, je vous ferai pas la private joke, mais pendant ce temps-là, Wessex, qui est voilà, pendant ce temps-là, Ramirez prend le bus, j'exagère, hein, pendant ce temps-là, Ramirez, Il est dans l'avion, pendant il ce se temps-là, fait faire Ramirez un costume. Se drague fait dans faire son l'avion. costume. Voilà, Ramirez drague dans l'avion. J'ai trouvé que la drague était aussi lourde que celle dans Jurassic Park avec l'histoire de la goutte d'eau et de voilà. Ramirez prend l'avion. Ramirez se fait faire un costume sur mesure. Ramirez visite la ville. Ramirez découvre la télévision. Ah, celle-là, elle est géniale, hein, parce qu'il y a toujours la cornemuse. T'as juste Sean Connery qui fait le con devant des télés et qui danse un peu chelou comme ça. Et puis la cornemuse, parce que bah, s'il y a Sean Connery à l'écran, de toute façon, t'as forcément de la cornemuse dans ce film. Tu sais pas pourquoi. Limite, t'as l'impression. C'est Highlander Très, tout de très même. Donc, intéressant. le Donc, titre est Highlander. voilà. Alors justement, le titre est Highlander. Et je vais venir compléter, donc merci Titi Bolt, je trouve ça très pertinent. Donc je voulais votre avis sur ce personnage de Ramirez, son arrivée, son apport au film, parce que finalement il faut énormément de temps pour pouvoir retrouver son pote. Tout ça pour qu'au final, au bout de peut-être encore un quart d'heure, 20 minutes de film, il meurt à cause d'un Dyson géant. Il y a quand même cette scène magnifique où ils se font déboîter de balles. Enfin, ils ont, je sais pas. Entrer dans le complexe, oui. Enfin, ils vont en gros forcer une entrée avec une bagnole. Les mecs mitraillent. Donc du coup, tu les vois les deux, mais morts, mais des gruyères, quoi. Ils se sont fait cribler de balles. D'ailleurs, les mecs aux mitraillettes, tu te dis pas un moment, arrête de tirer. Enfin, tu vois bien que le gars, c'est bon, il en a pris 35, des bastos, arrête. Mais donc Et- du coup, pour compléter ma question sur ça, sur Ramirez, sur ce qu'il apporte au film et compagnie, je vais vous lire ce que disait donc Thibault Pascal. Concernant Ramirez, outre le fait que Connery est un excellent acteur, ça, on doit le reconnaître, son personnage est en droite ligne de ce qu'il est dans le premier. MacLeod est complètement différent, et les autres ne sont pas dans le premier. Ce qui fait que Ramirez est le seul à tirer son épingle du jeu en termes de personnage. Je n'avais pas vu les choses comme ça, et je dois dire qu'effectivement, Ramirez correspond à ce qu'il est dans le premier. On a vraiment une téléportation de Ramirez du 1 au 2. Ça, pour le coup, ça fonctionne. Et MacLeod, on ne sait pas. Les autres, comme dit Thibault, voilà, sont pas présents. Mais Ramirez est peut-être le seul petit truc qui vient raccrocher à la licence Highlander, alors que tout le reste, c'est un espèce de film de SF assez spécial, avec des faux raccords à n'en plus finir. Moi, j'en ai pas parlé à Emmerich, mais j'avais un doute quand on a regardé le film. La scène d'attaque des terroristes dans le barrage. Mais ils viennent chercher quoi d'ailleurs? C'est vrai que c'est un truc que je me demande encore.
Bah, je sais pas. Ils viennent récupérer des données. Enfin, c'est pas- Mais Il y a tellement de trucs dans le film. Ils viennent chercher quoi, au fait? alors, Je sais pas. ils Ils attaquent viennent, le ils repartent. barrage. Ils attaquent le barrage à 5. D'accord? Attention, là, ça va être pour les champions des maths. Ils attaquent le barrage à 5. On a une scène où ils en Prenez des perdent notes. 2. Prenez des D'accord? notes. Donc, ils sont censés être 3. Sauf que juste après la scène où on en voit 2 se faire abattre, on voit une passerelle où ils sont 4 à courir dessus. Et c'est filmé de très haut. Donc, on voit que la passerelle est large et qu'ils sont plus que 4. Bon, alors peut-être qu'en fait, on nous avait menti, ils étaient 6. Tout ça pour que, après cette scène de la passerelle, on se retrouve dans la salle des machines, là, avec tous les gardes, qui lancent cette fameuse phrase du code bleu. Voilà. C'est pas encore code rouge, hein. Pour l'instant, c'est que les terroristes. Donc, code bleu. Et à la caméra, on voit qu'ils sont de nouveau 5. Donc, voilà, ça c'est pour la magie du montage. Concernant, pour revenir sur l'histoire de Ramirez... Après, le code rouge arrive hein, quand même. Oui, il y a après, vraiment code... bah oui, une fois que la base a pris feu, enfin oui, code rouge, c'est la couleur Oui. des flammes. Mais d'abord code bleu. Ils ont trop sniffé la fumée des quickenings. C'est des éclairs, c'est pas de la fumée. Donc, concernant Ramirez, c'était nécessaire, réellement, de le ramener. Alors, au vu de ce que dit Thibault, j'ai envie de dire oui. Mais est-ce que c'était nécessaire de ramener Ramirez dans cette licence qui sert pas à grand-chose, en fait? Parce que tout ce que fait MacLeod, il aurait pu le faire sans Ramirez. Conduire la voiture et se faire mitrailler, il a pas besoin de Ramirez. Ramirez ne l'aide pas à se battre, il sert juste, comme je dis, à un moment à se débarrasser d'un ventilateur géant. Est-ce que c'était nécessaire? Alors, je vais tourner ma question autrement. Est-ce que, selon vous, Ramirez est sous-exploité dans ce que ce personnage aurait pu apporter à cette licence et en tout cas à ce film? Certainement. Oui, scénaristiquement parlant, c'est sûr, il n'apporte rien parce il sert à rien. Mais après à l'image, heureusement qu'il est là. Hein. En fait, je pense pas que ça éclipse même Christophe Lambert. Hein. Si lui, il est pas là, il y aura vraiment pas grand-chose dans le film hein, quand même. Hein. Je pense. Même si c'est vrai qu'en gros, il sert à rien. Il a appelé comme un peu le génie, quoi. Tu sais, Beetlejuice. Il arrive. Il y a un moment, une petite bagarre où ils finissent par boire un whisky tous les deux, en oubliant complètement qu'il y avait une gonzesse dans son pieu. Et non, mais il y a des trucs mais tellement magiques dans ce film. Et tout le monde s'en fout. Enfin, t'as un peu. Ils ont pas fait que mettre un bouclier, hein, à mon avis. Ils ont mis quelque chose dans l'air. Hein, c'est pas possible. Parce que L'air n'était plus renouvelé, donc vous savez que lorsque l'air n'est plus renouvelé, le taux de CO2 augmente dans le sang et vous pouvez atteindre des états d'illumination et d'hallucination. Ah ouais, non, mais Ceci explique peut-être cela. Peut-être. Mais effectivement, oui, il a pas un rôle. Tu l'enlèves, en fait, il peut se passer le même film. Clairement. Alors, est-ce que le film serait aussi bien, du coup? Oh, non, je ne pense pas. Bah Alors, Il non. manquerait toutes ces petites scènes très Est-ce que c'est du Et fait de savoureuse. Ramirez ou est-ce que c'est du fait de Sean Connery? de Sean Connery. Ouais, D'accord. peut-être des deux. Parce qu'en fait, si t'enlèves Ramirez, en fait, tu perds déjà le côté nanar. Parce que là, en fait, c'est un film drôle. Oui, Et si tu l'enlèves lui, il est même plus drôle, il est juste raté, en fait. Et c'est vrai parce que pendant tout le temps de Ramirez à la plage, en gros, on a la petite musique écossaise qui accompagne tout ça, qui est assez, qui sort complètement du film parce que il y a quand même un peu de drama qui se passe pendant ce temps-là de l'autre côté de la Terre. Donc oui, ça vient rajouter une dimension un peu particulière. Et pourtant, Sean Connery arrive à faire j'ai envie de dire comment dire, pas du parodique, mais il arrive à faire de l'humour un peu absurde comme ça, un peu poète-poète, et ça marche. Et c'est pas ridicule. bien sûr. Alors, Il a refait un peu le rôle qu'il avait, moi je trouve, dans Indiana Jones 3, cette espèce de personnage un peu lunaire Ouais, c'est vrai. qui arrive pour aider le héros alors que le héros n'en a pas forcément besoin. Oui, Ah, il y a peut-être un en peu de décalage. Il y a un peu de cet humour-là, ouais, du père d'Indiana Jones, ouais. Effectivement. Ok, donc Ramirez, plutôt un point positif, mais plutôt Sean Connery que Ramirez. Oui, on le voit dans le principe même qu'il redevient écossais et on sait très bien que ce côté écossais vient de Sean Connery et non pas de Juan Sancho Villalobos Ramirez qui était un Égyptien avant même d'être le forgeron du roi Ouais, là, d'Espagne.
Il y a eu quand même, c'est bizarre quand même, je trouve ça fait un peu erreur de débutant de mélanger un peu son histoire et puis le personnage dans sa vraie vie. Je pense qu'en fait, ils se sont aperçus que McLeod ne faisait plus assez Highlander et que du coup, ils ont ramené Ramirez à cet aspect du film qui rappelle le Highlander. Alors c'est très, encore une fois, C'est fait à la truelle, quoi. Je vais vous transmettre ce que nous a dit Titi Bolt, là, Pascal. Donc, selon lui, je trouve ça assez pertinent. Le problème est à prendre dans l'autre sens, je pense. Il fallait attirer les spectateurs, il fallait donc le nom de Connery à l'affiche. Du coup, il fallait le faire revenir, et comme tout le reste du film, son arrivée et son départ sont capillotractés. Son passage est porté par l'acteur. Je sais pas si le film en avait besoin, mais la promo, oui. Et ça, je trouve ça intéressant comme point de vue, en fait. C'est que oui, Ramirez ne sert à rien dans l'histoire, parce que au pire, au mieux, il aurait pu être présent en flashback, et là, on aurait été peut-être plus dans ce qu'on retrouve dans un Highlander, normalement, ce côté flashback, souvenir qui Comme vient... dans le 1. Voilà, comme dans le 1. Et donc, on aurait pu avoir Ramirez présent de cette façon-là, qui vient donner son enseignement au héros via des flashbacks, en fait. Le héros se rappelle de son entraînement avec lui. Ça aurait peut-être été plus pertinent, peut-être un peu plus chiant, parce qu'il fallait faire des belles phrases. Mais effectivement, oui, je suis, moi, en tout cas, pour ma part, je suis plutôt d'accord avec toi, Thibault. Le film n'en avait pas forcément besoin de Ramirez, mais la promo, oui, elle en avait besoin peut-être de Ramirez, et surtout de Sean Connery. Pour porter ce film du coup à l'écran. Il a dû prendre un petit chèque quand même, hein. Ah oui, Parce oui. que je pense que sur le film, au final, quand tu vois le casting, c'est peut-être lui qui prend le plus gros cachet. Oui, puis je pense que... Avec Lambert, oui. Oui. Ouais. Puis je pense que Sean Connery en avait rien à foutre, parce que dans sa tête, il devait se dire salut les boulets, moi dans quelques temps, je vais tourner avec Spielberg, donc je peux bien faire 2-3 coups d'épée comme ça. C'est bon. Indiana Jones 3, c'était juste après? Indiana Jones 3, je me Non, demande c'était avant. C'est avant? Ouais, c'est avant. Ah, je suis pas sûr. J'ai un doute. Peut-être. Je vérifierai les sources dans mon dossier. Très bien. Donc, nous avons donc DVD, le scénario. Bon, le scénario... Nous sommes plutôt tombés d'accord sur le fait qu'il n'est pas vraiment là pour porter le film en soi. C'est pas un argument principal qui permettra de sauver le film. Il y a beaucoup trop d'incohérences. Moi, il y a des choses qui m'ont marqué. Enfin, on nous parle d'un bouclier qui fait que depuis, il n'y a plus de météo, hein, si je comprends bien. Parce qu'il n'y a plus de nuages, il n'y a plus tout ça. Par contre, à chaque fois qu'on a un plan en extérieur, il y a des flaques d'eau. Donc j'aimerais bien savoir d'où elles viennent. Parce que tout a l'air trempé là-dedans. Même le bouclier, il y a de la flotte. Il y a de la flotte partout. C'est la condensation, voyons. Oui, voilà, ça doit Lorsque être ça. vous respirez, vous provoquez une condensation qui se met sur le bouclier et qui redescend. 89 pour Indiana Jones 3. Et ça, par contre, le film n'essaye jamais à aucun moment de t'expliquer quoi que ce soit. Mais c'est peut-être pas plus mal. Le jargon scientifique, comme on pourrait le faire plus en 2020 dans les films, à se dire, ah bah, si on balance un peu de jargon et neurotransmission, mapping, bam, boum, de toute façon, ils comprendront rien, mais ça leur paraîtra crédible. Et là, ils essayent même pas de te filer un petit coup de jargon scientifique ou quoi. Voilà, il y a un bouclier, quoi. Voilà, avec un seul satellite dans l'espace. Oui. Ouais. Qui arrive à faire le... Tout à fait. Donc, scénario, plutôt point négatif. J'aimerais évoquer avec vous maintenant la réalisation. Alors, la réalisation dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a, je mets dedans, ce qu'on a à l'image, donc la direction de la photographie, des choses comme ça. Pour avoir ça, donc les maquettistes. Parce que bon, les effets spéciaux, enfin, on peut en parler, hein, mais les quelques éclairs... Il y a des maquettes, des fois, pour un plan tout court, de 3 secondes, ils sont embêtés quand même, hein. Il y a des trucs où tu dis, ils ont eu vraiment du temps pour certains trucs, quoi. Ils se donnent du mal. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait... Même les décors de la ville dans laquelle se déplace McLeod et puis tout ça, c'est bien fait. Moi, personnellement, je trouve ça relativement proche d'un Blade Runner. Sur certaines séquences. Malheureusement, pas en moins vide. Ouais, pas aussi bien filmé qu'un Blade Runner, parce que du coup, pas assez au niveau ambiance lumineuse, peut-être. Alors, ambiance lumineuse et mouvement de caméra, ne serait-ce que ça, la plupart des scènes d'ensemble... il y a des sacrés bons travelling, là. Pas sur les scènes d'ensemble. Malheureusement, pas assez.
Ce qui fait que du coup, ça donne toujours une sensation de fixe et de maquette, alors que dans Blade Runner, il y avait un peu plus de risques qui étaient pris de ce côté-là, avec des mouvements de caméra dans ces Ouais, décors, peut-être. qui du coup te donnaient vraiment l'impression de te déplacer dans ces choses-là. C'est vrai que du coup, dans Highlander, on est, je trouve, dans une réal plutôt simple, plutôt fixe. Il y a très très peu de mouvements de caméra, hormis sur la fameuse scène de baston avec les machins qui volent et l'overboard, et quelques scènes comme ça où on essaye de faire quelques mouvements, mais la plupart du temps on est quand même sur des caméras fixes, ce qui fait que c'est assez, ça donne l'impression que c'est un peu plan-plan quand même comme film. Hein. Bon, on va Et pas se le cacher, ça a quand même vieilli. C'est quand même des effets spéciaux de 91. Ça a vieilli. Hein, pour les gens, enfin, à voir maintenant, si tu l'as jamais vu de ta vie, c'est un vieux film hein, quand même. Hein. qui a Ça prend un plutôt, coup de vieux. Hein. je trouve que dans l'ensemble il a plutôt bien vieilli. Si on met de côté tout ce qui est fait par ordinateur, c'est-à-dire le bouclier et les éclairs du Les Quick éclairs, Ending, ouais. le reste des effets spéciaux est intéressant. On s'est même surpris, enfin en tout cas moi pour ma part, j'ai été surpris de voir à plusieurs moments dans le film des trucs où je me suis dit mine de rien en fait en 91 ils étaient plutôt visionnaires sur le futur. Le coup des bon alors c'est des cabines téléphoniques mais on a des appels en visioconférence. Ce qui du coup en 91, enfin la façon il y a une façon de voir le futur qui est assez il y a un moment ça nous a... le jeune homme qui qui regarde un film avec juste une lunette en fait C'est ça, sur un œil. qui a une demi-lunette Ouais. et qui se Pour fait voir un engueuler film par d'un côté Katana, et voilà. qui se fait engueuler par Katana et qui regarde un film sur l'autre partie de ses lunettes. J'ai trouvé ça assez intéressant. On a rigolé au début parce qu'il y a la scène avec le théâtre, on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait des bâches. On s'est dit ils avaient anticipé le Covid, du coup il y a un siège sur 2 dans le théâtre. C'est peut-être ça, mais non en fait c'est juste parce que le théâtre fuit. Donc enfin, ne demandez pas pourquoi. Ne serait-ce que ça, la scène d'intro sur le théâtre, le décor qu'il y a dans l'opéra est super beau. Il y a une profondeur de champ, enfin, il y a un budget juste sur... Il y a une réale sur cette scène qui est extraordinaire. Le reste du film, un peu moins. Mais juste sur cette C'est quand scène-là, c'est même assez ouf. beau à l'image, mais c'est vrai qu'il y a un côté très glauque, hein, très fin du monde. C'est la misère, quoi, vraiment. Enfin, il y a un choix d'un futur quand même euh, Sombre. ouais, très Comme on le sombre. voyait à l'époque, hein, Peut-être. le trou dans la couche d'ozone était quand même quelque C'est vrai chose de que très oui. préoccupant à l'époque. Alors, donc, je vais donner la parole à l'accusation concernant ça. Bon, l'accusation. Notre cher Maître Cul. Donc, Maître Cul, concernant la réal, est-ce que vous auriez des choses à dire en Non, critique sur ça? en soi, ça a un peu vieilli, mais ça se regarde bien et il y a pas mal de fois où j'étais étonné d'ailleurs de la qualité de certains trucs pour l'époque, hein. Dont la scène d'Overboard, il y a plein de scènes où j'étais étonnamment surpris. Ok. Donc agréablement surpris même. Mais sinon, pas grand-chose à dire, hein. Non, il est beau ce film. Et puis Enfin, la il est quand réalité. même, au final, il a une petite touche rétro qui est pas dégueu. Même le bouclier qui est moche, le bouclier au-dessus, là, en soirée enfin, comment dire, il y a un kitsch qui a du charme, voilà. Son côté kitsch, mais il y a du charme, je dirais. Ok, donc rien à apporter contre concernant ça? Je pensais que vous seriez plus... Oh, On ne peut pas être véhément face à un tel film, je vous l'avais dit dès le départ. non, Il est merveilleux. non, sur le plan technique, non, j'ai rien à dire, hein, parce que Alors pas tant le plan technique que la réal en général, la musique, la photographie, des choses comme ça. la musique, c'est rock'n'roll. En fait, tout est rock'n'roll. On a l'impression que le film, il a été fait il doit être punk, McKinkin. McKinley. Il doit être punk parce Ok. qu'il y a trop de moments quand même où je me suis fait là. Mais je l'ai dû le faire 2-3 fois pendant le film d'ailleurs, Nico, tu me diras, mais où vraiment pendant le film, j'étais en mode ouah! C'est vrai. Tu te dis, c'est pas possible, quoi. C'est rock'n'roll, quoi. Ouais, c'est un truc de bonhomme. Voilà. Il y a des trucs, c'est juste ça, quoi. T'as l'impression que c'est Jean-Michel Beauf qui a fait le film, quoi. Tu sais. S'ils avaient été. Enfin, ils auraient été 5-6 ans plus tard, il y aurait eu des néons du tuning, il y aurait eu du tuning partout.
Alors, sûr. notre patoche national nous dit le film fait très années 80 pour un film de 91. Il y a Ah oui, des ça, choses, par contre, il y a la des choses musique, bien. tout. Ouais, il y a des choses bien. Dommage que le scénario ça cache tout. Alors oui, effectivement, le scénario, comme on l'a dit, il est. Enfin, il y a une idée de départ. Voilà, il y a un terreau qui aurait pu être intéressant. Il y a des zones d'ombre qu'on a voulu révéler qui sont pas extraordinaires. Mais c'est vrai que sur la réal. Comme le souligne notre le Levalloisien, le film fait très 80 pour un film de 91. C'est vrai que on parle de, tu comparais notre, enfin, cher professeur Métos, vous compariez ça à Blade Runner qui est quand même sorti plus de 10 ans avant et qui, ouais, il y a plus de lumière, il y a plus de Non, futur dans du coup. Blade Runner, il y a plus de lumière. Oui. Je suis pas d'accord. Si, il y a plus de néon dans Blade Runner quand même, il y a plus d'éclairage, il y a plus de. Il y a quelque chose de. Ouais, de... vite fait. Là, Dès qu'ils là, sont là, dans pour une le pièce, coup, il n'y a plus de lumière. le, Blade le, Runner, c'est nul. le Levalloisien parlait de la visio, comme quoi c'était copié à Robocop de 87. Je trouve que le futur qui est présenté dans Highlander 2 fait aussi très Robocop. Enfin, on s'attend à croiser des punks à chiens avec des battes de baseball à tous les coins de rue. Enfin, même les deux sbires de Katana font punk. Enfin, y a pas, c'est une vision du futur qui est quand même justement assez vieillotte pour un film de 91. 2 ans plus tard, si on voit, bon, c'est dans un autre style, mais 2 ans plus tard, on a Jurassic Park qui sort et qui est un film, enfin, de SF qui présente une vision vraiment différente, même pas d'un futur, et il semble plus avancé, quoi. Après, c'est sûr que si on faisait le pisse froid, on pourrait dire, en fait, c'est pas le futur. Ils ont juste repris les décors de Starmania et ils te le pondent le truc. Starmania, excellente série. Je reverrai ce film avec la musique de Comédie musicale. Non, mais la comédie musicale, mais en gros, c'est ça, quoi. Il y a des moments, presque, quand tu voyais Lambert arriver avec ses cheveux longs, là, je l'entendais, la musique. Quand on arrive en ville, les gens changent de trottoir. Ouais, les gens changent de scénar. Ouais, c'est moche. Donc, cher maître Cul, rien d'autre à rajouter sur Non, sur ça, non. Sur la D'accord, très bien. non, parce que j'ai trouvé qu'au final, puis, même quand c'est moche, ça a du charme au final. Très bien, ce sera la phrase. Eh bien, la parole est à la défense, donc, professeur Métos, concernant justement la réalisation. Visuel. La réalisation en général, hein, pour moi, comme je disais, c'est la photographie, la musique, des choses à apporter au crédit du film, pour vous. Écoutez, moi, au niveau de la photographie, j'en suis très heureux. On peut voir effectivement certains moments, vous l'avez vous-même souligné, sur les décors, qui peuvent être de très belles photos d'un futur noir, effectivement, très, très glauque, quelque peu. Mais vraiment, non, moi, j'ai adoré tout ce qui est côté décor. Je pense même que le décor de l'usine, en fait, où est implanté le bouclier, doit servir dans un autre film de Christophe Lambert qui s'appelle Fortress, parce que j'ai l'impression que ça ressemble énormément, donc peut-être qu'il a repris le même chef décorateur, je ne sais pas. En tout cas, non, pour moi, c'est plutôt bien fait. Les ventilateurs sont très présents dans le futur. Oui, mais c'est normal, pour aérer d'un autre côté un espace qui est complètement clos vu à cause du bouclier, c'est vrai. vous êtes obligé d'avoir des systèmes de ventilation énormes. On en revient donc à cette condensation qui doit se créer sur Terre, qui est bloquée par le bouclier et qui retombe ainsi sur les pauvres êtres humains qui vivent encore sur Terre. Ensuite, je dirais peut-être un petit manque au niveau des combats à l'épée. Je m'attendais un peu à mieux. Ah là, par contre, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus développées dans les autres Highlander, pour le coup, même le 3. Et énormément mieux décrit et énormément mieux chorégraphié dans la série. C'est vrai que j'y ai pas pensé. La chorégraphie des combats est vraiment nulle. Je n'irais pas jusqu'à dire nulle, mais elle n'est pas très... Voilà, ça nous fait penser un peu à un combat de Vador face à Obi-Wan dans l'épisode 4 de Star Wars. Oui. Voilà. C'est un peu le même, voilà, c'est un peu la même énergie. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors qu'effectivement, dans la série télévisée Highlander,
Là, vous avez des maîtres chorégraphes qui font des combats, et si jamais un jour vous avez l'occasion, je vous conseille l'épisode du Paso Doble où Duncan, le Highlander, a fait un combat face à un de ses adversaires sur une musique de Paso Doble, et ils sont dans un cercle et ne doivent pas dépasser ce cercle, et ils ont une rapière et une main gauche, et le combat est juste magnifique, mais vraiment magnifique. Et j'avoue que si les combats d'Highlander 2 avaient eu ce niveau de chorégraphie, le film aurait été une exception. Très bien. Très bien. Eh bien, pour ma part, j'ai effectivement le cul entre deux chaises sur ce point-là. Quelques déceptions, effectivement. Alors, notre cher professeur Métos le soulignait, effectivement, les chorégraphies, je crois que la seule qui vaut à peu près le coup, ça doit être celle entre Ramirez et MacLeod, qui, au moment où ils se retrouvent, qui est à peu près travaillée, où là, on a un travelling caméra qui les suit en train de se battre dans cette grande... Dans ce grand appartement. C'est le seul truc qui est à peu près travaillé. C'est dire le niveau de travail du film, parce que cette chorégraphie n'est pas extraordinaire. Pas ouf, hein. Elle est légèrement au-dessus, comme tu le disais, du combat entre Obi-Wan et Dark Vador. Le reste, non, ça marche pas. Il y a quelque chose d'intéressant qui est tenté au début du film entre MacLeod et les deux sbires, avec ce combat aérien, du coup, qui a le mérite d'exister, qui, pareil, tente des choses, essaye, il y a des mouvements caméra, il y a un moment on sait plus trop où est-ce qu'on est, parce que ça va un peu dans tous les sens, donc c'est complexe, mais c'est plutôt bien foutu, je le redis, il y a des scènes entre ce personnage avec des ailes et des réacteurs qui volent, avec un rire diabolique, et MacLeod qui a chopé un overboard, on sait plus trop comment, enfin bref, il y a des trucs sympas, enfin vraiment à l'image, quand je l'ai vu monter sur l'overboard, j'ai eu peur que ce se fasse vraiment cheap. Moi, je m'attendais à une photo de MacLeod qui soit bougée en post-prod comme ça sur l'écran. Non, pas du tout. Ils ont plutôt bien fait les choses. Il y a des bons mouvements caméra et tout. C'est plutôt sympa. Il y a des scènes dans ce combat qui servent à rien. Enfin, le mec qui se fume sa clope et qui dit « Vous auriez du feu » et qui se fait tirer dessus. C'est gratuit. Alors lui, voyons. Elle est dans la bande-annonce, hein. Je te dis, là il y a du Michael Bay, hein, quand même. Il y a plein de moments où ils font exploser des trucs pour. On avait des pétards en rab, quoi. Le train bisou. Pourquoi un train avec un gros bisou devant? Ça vient. Je sais pas compris. Enfin, c'est pour la blague. Il y avait pas de chorégraphe combat, mais il y avait un bon décorateur. Voilà, je rejoins le Levalloisien du coup sur ça. Il y a pas mal de potentiels qui sont pas exploités. Il y a des idées naissantes. Il y a des bourgeons de quelque chose à pas mal de moments qui pourraient être intéressants et qui ne le sont pas. L'équipe de terroristes. C'est un mauvais film quand même. Mais pas ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai un petit message pour Kifli. Je ne vois pas parce que du coup j'ai mal foutu mon overlay et et du coup, j'ai pas eu le truc complet. Pour Kifli Miller, salut à toi, merci pour le follow, bienvenue dans le royaume et bienvenue dans cette émission. Et je t'invite à rester jusqu'au bout, puisqu'on aura besoin de toi pour délibérer à la fin sur effectivement, est-ce que ce Highlander 2 est un bon film ou pas. Et j'en profite aussi pour saluer notre chère Abiaka, qui est en train de lurker en nous écoutant. Salut à toi. Donc oui, sur la réalisation de ce film, il y a un potentiel. D'accord, très bien. Il y a un côté kitsch qui est vraiment plaisant. Moi, je sais pas pourquoi ça me parle. Cette petite touche années 90 là m'a bien plu, malgré tout. Bah, il y a comment dire, il y a un côté nostalgique dans la réal, effectivement, qui est intéressante. Il y a des choses assez kitsch qui fonctionnent bien. Pour un Highlander, c'est une grosse star. Que les chorégraphies de combat à l'épée soient à chier, et vraiment une bonne partie du film aurait pu être achetée par la scène de fin, parce que c'est quand même censé être la libération en termes de suivi. On suit une histoire entre Katana, machin, et MacLeod, et là ils se battent devant ce laser gigantesque et compagnie, c'est tout l'avenir du monde et de l'humanité. Limite, moi, par contre, à la fin, moi je me suis presque dit, si c'est le méchant qui gagne, ça me va. Mais qui gagne cool, quoi.
Enfin, que le combat est tellement nul que tu te dis, oh, bah, j'aurais préféré avoir un meilleur combat, mais même limite, même j'aurais préféré que Katana gagne, tu vois, au final. Qu'il ait réussi, le méchant. Ah bah Katana, moi c'était mon poulain, hein. Ouais, C'était mon poulain. pareil. Mais ce combat, en fait, justement, je trouve que Dark Vador contre Obi-Wan est mieux fait. Il est mieux fait parce qu'en fait, il amène quelque chose à ce moment-là de l'histoire. Il amène un drama, il amène quelque chose. Et la façon dont ce film est fait, la façon dont Obi-Wan va se sacrifier en levant son sabre pour se laisser tuer par Dark Vador, amène quelque chose à ce moment-là. Et là, Katana, en fait, jusqu'au bout, tu t'es en fait... Enfin, tu te sens comme son coach. Le mec est sur le tatami. Et t'as envie de dire, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tape pas sur les rambardes, ça sert à rien. Pourquoi tu tires à côté? Et le pire, c'est que t'as même pas envie d'être le coach de McLeod parce qu'il fait pareil. Lui aussi, il y a plein de moments, tu te dis, mais la scène où il tombe de l'ascenseur, où il dégringole 20 étages pour venir s'écraser en bas et qu'il est tout tordu, c'est du Tex Avery, hein. Et là, tu te dis, mais Katana, mais t'as gagné. Saute avec ton épée là et tu le finis. Tu lui fais la tête. Non, il va regarder ça d'en haut en se disant ah t'es tout tordu. Il renifle. Le nombre de fois où les méchants de toute façon ne vont pas achever le héros, nous ne pouvons plus le compter, voyons. Ce n'est pas que dans ce film. Ne soyez pas de mauvaise foi, s'il vous plaît. Vous savez très bien que tous les méchants ont eu à un moment donné ou à un autre la possibilité d'éliminer leur némésis et qu'ils ne l'ont jamais fait. Que ce soit un Luthor face à Superman ou un Joker face à Batman ou... Oui. Mais tu crois pas... Tu crois qu'ils ont vraiment... Ou les forces de Vega face à Goldorak. Oui. Voilà. Mais en tout cas, ce combat final, il est... Tu crois vraiment qu'ils ont fait beaucoup de prises pour le combat final? Non, je pense pas. Ils l'ont pas en une seule fois. Ah, ils n'avaient plus assez de pellicule de toute façon pour le retourner une seconde fois. Ouais, ça fait trop ça. Hein. Austin Power et le requin avec un laser, tout à fait. Le fameux monologue des méchants. Mais il y en a, hein. Je rappelle qu'il y a quand même ce fabuleux acteur dont j'ai mangé le nom qui jouera plus tard dans la série Scrubs, le Dr. Cox. Le Dr. Cox qui finit avec les coronesses broyées et qu'on balance par la fenêtre. Sachant que lui, je trouve pour le coup qu'il incarnait un bon méchant. Il est entre deux eaux, il est un vrai salopard et en même temps il s'écrase face à Katana. Il essaye quand même de représenter mais il n'y arrive pas. Et oui, ce combat final qui est... Moi je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un twist en fait. Hein. Au moment où Katana, attention spoil, mais au moment où Katana du coup lâche son épée, je sais pas, je pense que même le comédien... Ironside en avait marre, il dit vas-y, c'est bon, on finit là. Et quand il est à genoux devant McLeod, il va se passer quelque chose. La scène est tournée pour te... il va se passer quelque chose. Mais non. Il a le temps de le regarder. Je m'attendais au moins une dernière phrase, un truc, j'en sais rien. Non. Et... Là, tu peux quand même lire dans les yeux de l'acteur que lui, il en a marre. John C. McKinley, merci le Valois. Sinon, il aurait fait un petit rire un peu méchant comme il faisait et tout, mais là tu vois qu'il en a plus rien à faire. Allez, coupe-moi la tête. Donc la réal peut mieux faire, cependant, il y a quand même des chouettes trucs. La scène d'ouverture à l'opéra, le décor sur scène de l'opéra, alors que ça ne sert à rien. Ça n'a aucune importance dans l'histoire. La scène d'ouverture de l'opéra, le décor qui est sur l'opéra, je me suis dit, waouh, si tout le film est comme ça, il y a une façon de filmer cette scène d'opéra qui est fou. Enfin, c'est pas possible, c'est pas le même mec qui a bossé sur cette scène-là et sur le reste du film. C'est impossible. Il y a une profondeur de champ, il y a un truc sur cette scène. On voit quand même... Je suis happé, juste par cette scène-là. On voit quand même que c'est un gars qui fait des clips. On voit que c'est un mec qui fait des clips de musique. Sur une partie de la réal, ouais. On sent qu'effectivement, c'est un mec qui fait des clips. Qui a fait pas mal de clips et qui, quand il tourne ce film-là, il a déjà bossé pour les plus grands. Il a une façon de mettre les choses en image qui est assez dynamique, ça raconte quelque chose d'une autre façon. Et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'il prend pas le temps. Je trouve qu'il prend pas assez le temps de laisser vivre certaines scènes. Et c'est très dynamique, c'est très... pour montrer les choses. Il y a des choses à l'image pour les montrer. Et on n'est pas assez dans la... Comment dire on laisse pas assez les... Il n'y a pas de surplus. Hein.
Non, il n'y a pas de surplus et C'est vrai on que- laisse pas assez le spectateur pouvoir s'imprégner des scènes, malheureusement. Il y a des scènes qui sont ultra belles, il y a des plans qui sont super beaux et il n'arrive pas à les filmer. La scène où ils arrivent enfin à passer au-dessus du bouclier, cette scène devrait être marquante. Ils redécouvrent la nature, ils redécouvrent tout ça. Ah, elle est et vite c'est envoyée celle-là. froid, c'est vide, et ça marche pas. C'est juste pour montrer à l'image, voilà, ils sont passés au-dessus, voilà à quoi ça ressemble. Bon, bah ok. J'ai l'impression qu'il y a un mec avec un calepin qui a fait check, ça c'est fait. Allez, C'est vite, ça, ça vite, fait liste vite. de course. Et ça fait très clip. Effectivement, ce qui manque à cette scène, c'est une bonne musique. Et la mode musique, malheureusement, elle y est pas, quoi. On tente malheureusement de nous mettre du Queen à un moment, en nous mettant du This is Magic, mais enfin, ça n'a rien à foutre là-dedans, pour le coup. Ni dans la scène, parce que je crois que la scène arrive au moment où on essaye de nous introniser, comment elle s'appelle, ce personnage anecdotique au possible de Madame Marcus, qui ne sert à rien. À aucun moment du film, elle n'a une importance. Louise Marcus. Louise Marcus, si, hormis dire à MacLeod que mais en fait, le bouclier, il sert à rien, c'est tout. Et c'est le personnage féminin blond qui existe à peu près dans tous les films d'Highlander. Je pense que Après, elle faut pas l'enlever, hein, parce que si elle est pas là, on a vraiment aucune info et on comprend vraiment rien de chez rien au film. C'est la seule qui pose des questions et du coup, ça fait quelques lignes de texte à Christophe Lambert parce que des fois, il fait c'est plus ou moins. Bah, il répond toujours comme ça, hein, Christophe Lambert. Hein. Ou tu sais, il dit pas oui ou non. Et je pense que Mais Christophe c'est- Lambert ne devait pas avoir de feuille de dialogue, il devait avoir un concept personnage qui est beau gosse et mystérieux. Voilà. C'est ça. Au début, il est moche, moche, vieux et mystérieux, et après, il est beau gosse et mystérieux. Je pense que- C'est le seul truc qu'il avait, et il a dû improviser avec ça, je pense. Alors, Sean Connery s'en sort mieux sur l'impro. J'ai envie de dire que si c'est de l'impro aussi, pour le coup, Ironside qui joue Katana s'en sort beaucoup mieux aussi, parce que Mais je pense lui, que il est si- excellent. Il tente des trucs, voilà. Son personnage et le comédien, je pense qu'il tente des trucs parce qu'il a des grimaces à des moments, il a des faciès face à la caméra où tu sens qu'il s'est laissé aller. Et oui, Lambert est vraiment froid. C'est bien dommage. Ah bah il y a plein de moments où tu te dirais ils auraient peut-être pu lui faire dire un truc et peut-être qu'il y a rien qui lui est venu alors il sourit juste. Et il y a plein de moments comme ça où il fait juste un sourire. Et c'est Ah, tout. puis alors les sourires de Christopher Lambert. C'est jamais ils si sont, c'est des- ils c'est sont jamais- fantastiques les soeurs de Parce Christophe que de toute Lambert. façon, tu prends tous Surtout les son plans du tiré, film, voyons. Tu vas pas avoir. bah, Voilà. il le fait tout le temps. Bah, en Oui. plus, c'est ça le pire, c'est que c'est la même à chaque fois. C'est Plein le de même moments du rire dans film, tous ces c'est films, le- bien sûr. Et dans tous La ces films, c'est le musique, même rire. La musique très orchestrale. Alors pourquoi ? J'ai pas vu. Je me rappelle pas assez du 1 pour me souvenir comment était la musique. Il y a Et moi, effectivement ce fameux morceau de Queen qui est devenu célèbre, qui a été repris dans la série aussi. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi il était pas dans le 2. Parce que ça porte quand même l'univers d'Highlander. Enfin, comment c'est ce C'était trop cher. truc of Universe là. Merde, j'ai mangé le nom du. Princes of the Universe. C'est ça. Et ce morceau-là, pourquoi il n'y a pas ce morceau-là ? Il est tellement rock, il est tellement entraînant. Il manque Bah vraiment. là, oui, ils ont juste repris It's a Kind of Magic et il me semble qu'il y a un moment où on entend le Who Wants to Live Forever aussi. Ouais, voilà. Voilà. Voilà, on l'a mis. Des bisous, le Valoisien, du coup, si tu dois vous laisser. On est quoi ? On est à 1h30. Je vais, si tu te barres pas encore tout de suite, je vais lancer le vote. Comme ça, ce Ouais, sera fait. bah, pour, On moi, de va toute façon, pouvoir faire le vote. Alors, gérer le sondage. Moi, Nouveau sondage. pour clôturer, en gros, je dirais que ce film est mauvais, mais si vous êtes avec des amis, regardez-le parce qu'il y a moyen de passer un bon moment. En vrai. C'est quand même un bon moment à passer, mais il faut pas être tout seul et le regarder. Et il faut pas espérer tomber sur un bon film non plus. Faut le regarder en détente, avec des copains, ou sinon, bah non, faut pas le regarder, c'est un mauvais film. Donc je suis entre deux. Ce n'est pas un mauvais film. C'est un film merveilleux, je le dis depuis le début, il est merveilleux. Voilà, c'est le principe de merveilleux, c'est qu'il étonne par son caractère inexplicable et surnaturel. Je pense que ce film est donc merveilleux. Il est inexplicable. Oui, effectivement.
y a quelque chose de ce côté-là. Alors, ce soir, exceptionnellement, il y aura 2 votes. C'est pour ça que j'ai raccourci un peu le temps pour celui-ci. Donc, le premier vote, Highlander 2 est-il un mauvais film? Le deuxième vote, pour 1 point, du coup, qui est le point suivant. Si, ou pas, Highlander 2 est un mauvais film, j'aurais donc une autre question qui va vous être soumise, qui est, est-ce que Highlander 2 en fait, n'est-il pas en fait un excellent nanar? Pour rebondir sur ce que disait Maître Cul, quand tu nous conseillais de voir ce film, une soirée pote, pizza, dans le canapé, voilà. avec des bières, enfin voilà, soirée entre copains pour rigoler, pour Avec passer un modération, bon s'il vous moment. plaît. Voilà, Avec pour la passer un bon modération. moment. Est-ce que ce film n'est pas un excellent nanar? C'est la deuxième question qui sera soumise à votre vote, chers membres du jury. Donc déjà, vous avez la première. Alors, je rappelle que professeur Métos et Maître Cul, vous avez la possibilité de voter hein, sur le live de Twitch, de donner votre Je le avis. tente pas, moi. Oui, non, Ce ou soir, sans avis. ce soir, je sens pas mon ordi dans une grande forme, alors je vais même pas ok, essayer. très bien. Tu veux que je mette un vote pour toi? Ah oui, vas-y quand même, dis Alors, que c'est pas un Highlander bon est-il un film. mauvais film? Oui, non ou sans avis? Oui, Oui, c'est un mauvais film. Très bien. c'est un mauvais film. C'est noté. Je soumets le vote. je vois notre cher professeur Métos qui se désespère. Et le Valoisien qui nous dit que c'est un excellent nanar, carrément. On va voir, on va voir. Ce sera peut-être sur ce point-là qu'on terminera et peut-être qu'on s'accordera. Ça fait quand même cher les 5 gigas que ça prend de place dans ton ordinateur quand même, je trouve. 5 gigas 5 Ouais. gigawatts. Ah ben attends, on l'a trouvé en 1080p. Ah oui, quand même. Ah ben Ouais. Moi, je l'ai revu sur YouTube, donc... Tu l'as trouvé sur YouTube? Ouais. Ah bah mince alors, on l'a pas trouvé sur YouTube. Mais tu parles anglais? Bah ouais, il est en anglais, oui. Oui, il est en anglais, pas de sous-titres. Ah oui, non. Enfin, déjà, nous, avec les sous-titres, on a eu du mal à le comprendre, alors... Après, voilà, moi je l'avais déjà vu. Oui, voilà. Ouais, en tout cas, Je connaissais l'histoire. moi, je tenais à dire... merci de ton éclairage, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'ai appris ce soir. Alors j'en ai appris pas mal du coup en lisant la page Wikipédia. Moi il y a des choses qui m'ont sidéré. Enfin le réalisateur qui se barre de l'avant-première de son premier film, enfin de ce film-là qu'il a réalisé au bout de 15 minutes. Ce qui m'a fait rigoler déjà c'est l'information en elle-même. Ce qui m'a fait rigoler c'est que ça correspond à peu près au moment du film où moi et Emeric on a mis pause et je l'ai regardé. Je lui ai dit tu comprends quelque chose? Et on s'est dit mais on comprend rien du tout. C'est moi qui ai mis pause et Oui. qui t'ai dit attends, ça fait 20 minutes C'est ça. que mon cerveau et on il comprend est rien. en... Et quand tu lis plus tard que le réal du film s'est barré au bout de 15 minutes de film, tu fais ah ouais d'accord. Au même moment que nous on a commencé à se dire attends, on n'est pas con, c'est pas possible, c'est que le film là qui se fout de nous. Parce qu'au début c'est quand même compliqué parce qu'en plus il commence par ces trucs de terroristes que au final c'est très anecdotique. Oui, c'est l'autre problème que j'ai avec ce film, justement avec le personnage féminin. Alors bon, années 90, tout ça, machin. Enfin, je trouve que c'est pas une excuse. C'est une époque, les années 90, c'est pas une excuse. Et le problème, c'est que ce personnage nous est montré de façon assez badass au début du film, fait partie d'un groupe terroriste qui s'infiltre du coup dans une centrale, ils arrivent à voler des trucs. Elle est recherchée par la police. Ouais, elle est recherchée par la police et tout s'écroule au moment où elle le trouve dans la rue, qu'elle est vous êtes Christopher Lambert? Eh ben moi je m'appelle Louise Marcus et je suis recherchée par toutes les polices du monde. Il y a plus drôle, il y a quand même un moment, alors qu'elle est, du coup tu la vois à la télé et tout, comme quoi elle est recherchée, hein, mais du coup il s'infiltre quand ils meurent les deux là, qui se font mitrailler. Elle sort du coffre, elle fait c'est bon, non moi je suis cool, alors qu'elle est recherchée, il y a son visage à la télé et tout, et en fait ils la soignent, ils lui disent bonjour madame et tout, et ils l'ont pas reconnue. Elle est recherchée, mais bon quand t'as... On remarquerait qu'à ce niveau-là aussi, après le train qui ne se détruit pas en traversant des murs, vous remarquerez que le coffre des voitures est imperméable aux balles. Le reste de la voiture est complètement troué dans tous les sens, Ah ouais. mais le coffre, lui, est impeccable.
Comme Grave. quoi, ils savent construire les choses dans le futur. Ah, parce que là, normalement, quand tu vois les deux autres en gruyère, elle, dans le coffre, elle était pas au bon endroit, hein. Ah, alors tu vois, pour le coup, Titi Bol Pascal, je suis pas forcément d'accord avec toi. Donc j'ai lancé le deuxième sondage concernant le fait de est-ce que c'est un bon nanar ou pas. Je vous donnerai les deux résultats à la fin. Titi Bol Pascal qui nous dit ce n'est pas un bon nanar. Pour moi, un bon nanar, c'est un film qui s'assume comme mauvais et qui en joue. Highlander se prend trop au sérieux pour l'être. Je ne sais pas. Je suis pas forcément d'accord avec cette définition. Alors après, est-ce que tout le monde... Enfin, chacun a sa définition. Pour moi, je pense que si à la conception tu veux faire un nanar, par définition tu ne fais pas un nanar. Tu fais un Oui. film de genre, en tout cas tu essayes d'imiter le genre, mais pour moi un nanar c'est un accident. C'est le résultat d'un accident. Ça se voulait être un autre type de film, ça se voulait être un film bien. Je vais prendre par exemple en opposition, par exemple un Bad Taste et un Sharknado. Sharknado, c'est volontairement fait pour être ce type de film, c'est-à-dire des Ouais, tornades du avec des cinézette, requins. C'est-à-dire que même à l'écriture, déjà au départ, on sait que ça va être naze, on sait que ça va être mauvais, on sait que ça va être ce type de film. Bad Taste, il y a une histoire derrière, il y a une volonté de faire un film. Alors oui, c'est un film qui est fait par une bande de copains et compagnie, mais je pense pas qu'au départ, quand Peter Jackson, par exemple, c'est mon avis, hein, fait Bad Taste, je pense pas qu'il se dit on va faire un nanar. C'est un film de cette époque-là, il le fait avec les moyens du bord, il le fait pour ce qu'il a envie de faire, pour ce qu'il a envie de mettre à l'écran, et pas en se disant ce film va être classé dans la catégorie des nanars. À mon sens, moi, un nanar, c'est vraiment un film qui devait être autre chose, et qui, l'accident de la réalisation, des choses comme ça, en font du coup un nanar. Un film devant lequel on se marre, on rigole, parce que on se dit c'est pas possible que ce truc existe. Parce que justement, c'est le résultat d'un accident. Et pour le coup, Sharknado, c'est pas un bon nanar. C'est même pas un nanar. C'est un film de genre qui essaye de faire ce type de cinéma-là, spectacle, d'absurde, de grotesque, Ouais, voilà, je suis plutôt d'accord avec le Levalloisien. Pour moi, un nanar, c'est involontaire. En tout cas, il y a cette dimension-là. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je me marre plus en regardant Highlander 2, que je passe un meilleur moment en regardant Highlander 2 qu'en regardant un Sharknado ou un film de genre. Parce que je sais que derrière chaque Sharknado, en fait, derrière chaque scène, derrière chaque absurdité, il y a quelque chose de réfléchi. En ce sens, ça se veut absurde. Alors que Highlander 2, ils y croient. Je pense Ils que l'ont fait en vraiment toute bonne foi. enfin, ils croient en leur baston, Ouais, ils croient en leur Ramirez qui arrive en plein milieu d'une scène de théâtre. Il y a du cœur dans ce qu'ils ont fait quand même. Ouais, Tu sens qu'il y a c'est du ça. cœur. Il y a une forme d'amour désespéré pour un monstre. Enfin voilà, c'est comme une mère qui donne naissance à un enfant à 2 têtes et 5 jambes, et qui va quand même l'aimer beaucoup et qui va quand même essayer de le porter jusqu'au bout. Sinon, il n'aurait pas. Enfin, il y a une histoire derrière ce film qui est quand même ouf, Moi, quoi. je trouve que c'est rare d'ailleurs un nanar avec un casting pareil du coup. C'est parce que là, c'est un sacré beau casting pour un nanar. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé du casting en Avec lui-même. Lancelot est un bon nanar aussi. Hein. Et le casting est quand même plutôt pas mal aussi. Richard Gere et Sean Connery. Mais là, toujours Sean Connery, c'est un point commun. Ouais. Ah, mais, ouais, celui-là, je pense qu'il correspondrait à la définition d'un nanar quand même. Parce que j'ai ri en fait. En fait, c'est ça en fait. En plus, je m'attendais pas à rire devant Highlander 2 en fait. Voilà, Et là, bah, j'ai le beaucoup Valoisien ri. donne cet avis-là, en tout cas, ils y ont vraiment cru, mais c'est raté, c'est ballot. Je suis plus dans ce sens-là. Sinon, ouais, c'est un navet. Un navet, c'est vraiment un mauvais film. C'est pas une bonne expérience que tu passes. Tu prends pas un plaisir à le revoir. Alors que pour le coup, Highlander 2, je pense que j'aurais un certain petit plaisir coupable à le faire, ne serait-ce que découvrir à quelqu'un qui l'a jamais vu, quoi. J'aurais ce côté un peu de dire, oh, t'as jamais vu Highlander 2? Regarde-le. Vraiment. Regarde, il faut aller au bout voir de, ce film. pour aller au bout de la blague, faut se faire un week-end Highlander. Si vous survivez, si vous survivez, vous aurez le droit d'avoir le titre Highlander à la fin. Ouais, alors on va attendre peut-être la fin du déconfinement et d'avoir le droit de sortir parce que ce film a quand même des effets secondaires. Hein. Entre l'histoire du bouclier, enfin, il y a des... C'était spécial. Hein. Je savais que j'emmenais mon camarade dans une certaine expérience, je savais pas laquelle. Donc voilà. Encore le soir, on en a reparlé. Je me disais, non, mais mon cerveau, il s'en est pas remis. Hein.
Quand même, hein, la première fois, ça fait drôle. Hein. Alors, mesdames et messieurs, Alors, vas-y, dis-nous. donc, le verdict ce soir des jurés qui sont encore pour certains présents. Alors, il y en a certains qui lurquent et d'autres qui participent activement. D'ailleurs, encore merci à Titibol Pascal, à Lele Valoisien pour la teneur de vos débats et pour du coup avoir participé dans le chat. Ouais, Parce merci que à mine de vous. rien, c'est quand même pour vous et pour ce genre d'échange qu'on fait ça. Donc merci à toi, Abiaka, même si tu ne fais que lurker en nous écoutant. C'est très gentil. Donc, la justice a parlé ce soir concernant Highlander 2. À la question, est-ce que Highlander 2 est un mauvais film ? La réponse, donc nous avons eu 4 votes. La réponse est oui à 75% et Eh oui. non à 25%. Donc 3 voix oui et 1 voix pour non. Il y a quand même une personne qui vote que non, ce n'est pas un mauvais film. Alors c'est très intéressant parce que, à contrario, donc à la question est-ce que Highlander 2 est un bon nanar, donc nous avons eu 3 votes. D'ailleurs, Emric, qu'est-ce que tu aurais voté ? Oui, J'aurais non ? dit oui. D'accord. Ben, en J'aurais fait, dit oui. on retombe sur le même pourcentage, donc on a 75% de oui. Donc si on résume, 75% des jurés pensent que Highlander est un mauvais film et c'est un très bon nanar. C'est peut-être ça d'ailleurs qui en fait un très bon nanar. Et on a 25% du jury qui pense qu'Highlander Highlander 2, le film, n'est pas un mauvais film, et ce n'est pas non plus un bon nanar. Alors, est-ce que c'est les mêmes personnes ? Je ne sais pas. Ça, je ne suis pas dans la discrétion du vote, d'ailleurs, je ne devrais pas. Donc, merci à vous d'avoir participé à ce vote, je trouve ça intéressant. On termine sur une note un peu particulière, puisque du coup, ce film-là... En gros, c'est la première fois qu'on vous conseille un film. Non, c'est pas la qui même est- personne, d'accord. On a tous voté pour dire, en gros, tout le monde est unanime pour dire que c'est un mauvais film, mais on vous le conseille. C'est un peu ça. Oui. À retenir. Oui, c'est ça. C'est un bon résumé, je trouve, Maître Cul. Highlander 2 est un mauvais film, mais on vous le conseille. Oui, Ce sera, mais regardez-le. ce sera effectivement le... Conseillez-le à vos ennemis au moins. Hein. Ils seront contents de le Non, voir. même à vos amis. Oh, merci Titibol Pascal. Merci pour ton follow. Merci beaucoup. Merci d'avoir Merci. rejoint le royaume. Merci à toi. Alors si vous voulez aussi des conseils, si Titi Bolt a l'occasion de revenir chez vous de temps en temps, c'est un spécialiste de tout ce qui est super-héros. Ah. Moi c'est lui à l'époque, Ah. parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Et c'est lui qui m'a introduit dans l'univers des super-héros et vraiment c'est un spécialiste, je vous le conseille sincèrement s'il a l'occasion Alors, de repasser. Pascal, viens sur le Discord, c'est sympa, tu verras, ils sont sympas ici. Dans le chat, il met chut. Tais-toi. Ta gueule, Métos. Je veux pas traîner avec ces gens. Non, mais par contre, oui, effectivement, Titi Bolt, comme Métos ce soir, on est ouvert à toute proposition de film. Hein, je précise, en toute bienséance. Donc ouais, hésite pas si un jour tu veux passer, si tu veux proposer un truc. Enfin, Métos a les coordonnées, enfin pour le Discord. Si tu veux rejoindre le Discord, il se passe pas grand chose. Hein, je t'avouerai que c'est plutôt un Discord plutôt calme, mais qui nous permet entre autres de faire cette émission. Et puis oui, un jour si tu veux proposer un film, alors on en parlera, on fera la pré-émission du coup, parce que juste après là on va envoyer le générique et tout, on va essayer de chacun de donner un peu son mot de la fin sur un petit son musical pour faire un peu de drama, les gens aiment bien le drama. On fera une petite pause d'à peine 3-4 minutes et on revient pour faire un débrief, tout ça. Oui. Ça va pas le faire, je suis anti-Discord. Bah, c'est pas grave, écoute. On n'est pas là pour te convertir, ce n'est pas une secte. Tu n'as pas à être désolé, chacun ses goûts, chacun ses anti quelque chose. Il n'y a pas de débat de ce côté-là. Donc du coup, on va faire le mot de la fin concernant cette affaire, cette triste et sombre affaire, parce que moi c'est quand même quelque chose qui m'a marqué, le réal qui se barre
de la projection de son propre film. Selon, Un film qui est selon, racheté par selon une vous, compagnie maître. d'assurance, enfin, assez ouf. As-tu Donc, eu raison? on fera un petit tour de table de vous deux concernant ce film-là. Une petite pause de 3-4 minutes à peu près, petite pause musicale. Et on se retrouve après pour un côté beaucoup plus léger, discussion autour de ce film, moins le côté format pour, contre, et plus discussion. Et Le pour quickening avec faire nous. aussi, du coup, révéler quels seront les thèmes de la semaine prochaine, parce que le thème et la personne qui viendra participer est déjà déterminé. D'ailleurs, je peux vous le dire, ce ne sera pas moi le juge. La semaine prochaine, on va retrouver un grand nom de cette chaîne Twitch, pour ceux qui la suivent. Bonne soirée le Valoisien, bonne soirée les amis, nous dit-il. Merci à toi d'être passé, on te fait des gros bisous. Moi je te dis à tout bientôt, quand tu reviendras. Bisous, bisous. Et donc voilà. Allez, petit tour de table, on va commencer peut-être par mettre recul, du coup. Eh ben, Voilà, écoute, le mot de la fin concernant le ce mot de film. la fin, c'était une découverte et une bonne découverte. Et puis, que le quickening soit avec vous. Que le quickening soit avec nous, effectivement. Professeur Métos. Eh bien, écoutez, je dirais que le mot de la fin qui apparaît à peu près dans tous les Highlander, n'est-ce pas? Il ne peut en rester qu'un, et ce sera Highlander 1, et non pas le 2. Voilà, Oui. il faut bien le dire. C'est une excellente conclusion, je trouve, concernant ce film, effectivement. Il ne peut en rester qu'un, ce sera Highlander 1, comme nous le dit notre cher spécialiste, le professeur Métos. C'est tout pour cette affaire, c'est tout pour cette enquête. Du coup, sur Highlander 2, vous pouvez nous retrouver juste après, on aura quelques petits détails croustillants, quelques infos entourant l'émission, entourant ce film. Voilà, un fait divers encore une fois traité, un fait divers encore une fois abordé. Ce fait divers particulier d'un réalisateur qui abandonne sa licence en pleine projection. Et pour autant, ce film qui a été jugé par son propre créateur comme mauvais n'a pas que des points négatifs. Le monstre qui a été engendré est en train progressivement de se transformer en œuvre d'art, peut-être en quelque chose qui est en train d'être sublimé. C'est peut-être là la morale, en chaque chose horrible, il se cache quelque chose de beau. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Et bonsoir. Si, merci. Merci à tous.